Bienvenue au TND pour cette séance cinéma et jeux vidéo. Je suis ravie de vous accueillir. Ça fait déjà 3 ans qu'on fait les séances cinéma et jeux vidéo. Ces séances sont possibles grâce à notre collaboration et amitié avec Jean-Baptiste Massuet qui est là. Vous pouvez l'applaudir, je sais que vous le connaissez déjà. J'ai comme l'impression que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez regarder derrière moi. Normalement, il y a toutes les informations. Cette séance se déroule en 2 temps. Le premier temps, donc maintenant, sous vos yeux, en direct, l'analyse du gameplay par Jean-Baptiste Massuet. Et ce soir, il n'est pas tout seul. Il est venu avec une invitée. Nous sommes ravis d'accueillir Julie Le Baron. Rédactrice en chef de Canard PC, entre autres, mais Jean-Baptiste va vous la présenter plus complètement juste après. Je vais lui laisser la parole. Merci à vous deux. Ce soir, le jeu, c'est Alien Isolation, et le film à 21h, c'est Alien, le 8e passager. Voilà. Merci à vous, merci à Jean-Baptiste. À toi de jouer. Merci Stéphanie. Alors, c'est bon pour le micro ? Vous m'entendez ? Ouais, ça marche. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous revoir ou de vous rencontrer. Alors je sais pas, on va faire un petit sondage, on le fait à chaque fois, mais savoir s'il y en a pour certains pour qui c'est la première fois pour les séances cinéma et jeux vidéo. Oui, il y en a quand même quelques-uns, donc super. On va effectivement vous expliquer un petit peu le concept de ces séances. Mais voilà, donc une séance qui, là, ce soir, est effectivement assez exceptionnelle, puisque à la fois, on va jouer à un jeu génial. Voilà, donc c'est aussi exceptionnel pour cette raison, hein, déjà. Mais surtout parce que, effectivement, nous avons une invitée de prestige ce soir, parce que c'est Julie Le Baron donc, qui nous rejoint pour discuter de Alien Isolation, du studio Creative Assembly. Julie, tu es donc rédactrice en chef de Canard PC, comme l'a rappelé Stéphanie Genet, mais tu as aussi plusieurs cordes à ton arc, puisque tu participes à un podcast produit par Libération, qui est Silence on joue. Tous les 15 jours, on peut t'écouter effectivement sur ce podcast très réputé. Voilà, toutes les semaines, les chroniques des jeux vidéo qui sortent, avec beaucoup d'allant, d'entrain et plein de choses extrêmement intéressantes à dire sur ces nouveautés vidéoludiques. Tu as également... on va dire, naviguer entre plusieurs médias, tu as écrit pour plusieurs revues, tu as écrit pour Le Monde, tu as écrit pour JV, le mag, tu as écrit aussi pour Vice, il me semble, à un moment donné. Oui, il y a une lointaine époque, ouais. Et tu fais aussi des podcasts, des podcasts filmés pour Arrêt sur Image, ouais, avec Rafik Djoumi. Des émissions Twitch, ouais, voilà. Avec Rafik Djoumi, bah oui, cinéphile s'il en est, ouais. Voilà. Et donc, bien sûr, tu streams également dans le cadre de Canard PC, j'imagine. Ouais. Voilà. Oui, bah d'ailleurs, où j'officie sous le pseudonyme d'Hélène Ripley. Alors, pour le coup, c'était vraiment un pur hasard. On m'a demandé, trouve un pseudo. Je crois que j'ai proposé que des trucs assez catastrophiques jusqu'à ce qu'on me dise essaye de trouver mieux. Et finalement, j'ai trouvé Hélène Ripley et je suis très très contente malgré la responsabilité que ça met sur mes épaules. En tout cas, on est absolument ravis de t'accueillir pour discuter de ce jeu que tu aimes beaucoup. Je suis trop contente d'être là pour en parler. Vraiment, voilà. Merci d'être venu. D'ailleurs, ouais, c'est très très chouette. Bon, après, je pense que tu as un petit peu prévenu. Vous n'allez pas voir du pro gaming, vous n'allez pas voir des... je vais pas speedrunner le jeu, quoi. On va passer beaucoup de temps dans des placards ou sous une table, mais ça fait partie de l'expérience. Exactement. En fait, c'est là, voilà, j'allais venir à cela pour expliquer à ceux qui viennent pour la première fois. Le concept de ces séances, c'est effectivement pas de faire une grande démonstration vidéoludique remplie de skills et de choses absolument incroyables. Non, rien de tout ça. Je suis pas un très bon joueur de jeux vidéo. Je suis même assez médiocre, on va pas se mentir. Julie a bien plus. Julie a bien plus d'expérience que moi pour le coup, mais le but c'est pas ça, le but c'est pas faire une démonstration, c'est plutôt d'aller explorer les images de jeux vidéo, d'essayer de comprendre notamment leur lien avec le cinéma, puisque effectivement on diffuse ces séances dans une salle sur grand écran avec ce couplage à un film dans la seconde partie de soirée. Et il me semblait toujours intéressant de voir comment un média aussi différent que le jeu vidéo peut aussi s'inscrire dans une forme d'héritage vis-à-vis des formes cinématographiques, et de voir comment, malgré le contrôle et l'interactivité, on peut effectivement retrouver dans ces jeux des formes, des sensations, des choses qu'on peut avoir vécues devant un film, mais avec des modalités un petit peu différentes. Et c'est aussi de ça qu'on va parler ce soir, et dont on parle dans ces séances, c'est pas régulier, mais c'est 3 fois par an, voilà, on les tient.
Voilà pour le cadre de cette séance. Donc voilà, pour aussi vous dire ce que ça implique, c'est que pour le jeu en lui-même, il va nous arriver parfois de faire des pauses, de nous arrêter sur des éléments de détail, de décor, on va les regarder, on va revenir en arrière, voilà. On va pas faire une séance de jeu assez... elle ne sera pas classique, voilà, cette séance de jeu. On va s'amuser aussi un petit peu à l'intérieur et s'amuser avec les images, c'est aussi ça qui est intéressant. Julie, je te laisse peut-être présenter un petit peu le jeu avant qu'on lance les hostilités. Ouais, alors en quelques mots, Alien Isolation, c'est un jeu qui est sorti en 2014. C'est un survival horror qui se joue à la première personne et qui est beaucoup plus centré sur l'horreur, enfin le côté infiltration que l'action. Alors justement, c'est intéressant que le film Alien soit diffusé juste après parce qu'il s'inspire uniquement du premier Alien. Enfin, vraiment, il s'inspire que d'Alien, le 8e passager. Les équipes de développement regardaient le film en boucle au studio, ce qui devait donner une drôle d'ambiance pendant 4 ans. Et en soi... ça reprend vraiment l'esthétique et l'ambiance de la franchise. On en parlera plus tard, mais il y a vraiment toute la signalétique, les interfaces qui avaient été imaginées par Ron Cobb à l'époque. Et c'est vraiment une retranscription extrêmement fidèle du premier film. Et en plus de ça, un jeu d'horreur vraiment réussi qui est incroyablement flippant, comme vous aurez l'occasion de le voir, même si le xénomorphe fait son apparition assez tardivement. Mais Jean-Baptiste a sélectionné des passages où on pourra le voir, quoi. Et voilà. Donc, c'était d'ailleurs, oui, alors peut-être un mot sur le studio, Creative Assembly. Creative Assembly. Visiblement, c'est pas leur cheval de bataille, ce genre de jeu. Alors oui, donc à l'origine du projet, donc c'est l'éditeur qui est Sega qui avait signé un deal avec la Fox pour éditer des jeux Alien. Donc ils avaient pas mal de jeux Alien dans les tuyaux. Donc le deal a été signé en 2006, un truc comme ça. Et en fait, au sein de Creative Assembly, qui est un studio britannique qui est plutôt spécialisé dans les jeux de stratégie, ils ont une franchise qui s'appelle Total War, donc ils ne sont pas du tout ciblés horreur, mais il y a quand même des gros fans de la franchise, notamment Al Hope, qui est le directeur créatif de Creative Assembly, qui viennent voir Sega en disant s'il vous plaît, nous on a trop envie de développer un jeu Alien, c'est notre rêve en fait, on est ultra fan du jeu, quoi. Et Sega leur dit non en fait, nous on va plutôt faire un jeu sur les Jeux Olympiques, c'est plus vos genres de trucs, parce que il y avait d'autres jeux Alien qui étaient en prévision par Sega à ce moment-là, et des jeux qui s'inspiraient plutôt du côté action de la franchise Alien. Ça allait beaucoup plus s'inspirer du Alien de James Cameron que du premier Alien. Et heureusement, il y a plusieurs employés de Creative Assembly qui décident d'en faire qu'à leur tête et de bosser sur un proto dans leur coin pendant plusieurs semaines. Donc ils font un prototype qui ressemble, qui est un peu différent de la version que vous allez voir aujourd'hui, parce que c'est plutôt un jeu de cache-cache. Bon, on retrouve des éléments de cache-cache dans le jeu final, mais c'est un jeu qui se joue à l'époque à la 3e personne en multi, où soit on incarne un survivant à la Ellen Ripley dans le premier film, soit on incarne le xénomorphe qui doit donc le chasser. Et ce prototype en fait finit par convaincre Sega de lancer Creative Assembly sur le développement du jeu, même si au tout début Sega veulent un jeu à la 3e personne, et on en parlera sans doute plus tard, parce que c'est ce qui est le plus populaire à l'époque. Dans les survival horror, c'est une époque où il y a des jeux comme The Last of Us qui marchent très bien, qui est un survival à la 3e personne. Et donc ça a mis un peu de temps pour que le jeu finisse par être ce qu'il est aujourd'hui, donc à savoir un jeu d'horreur vraiment viscéral à la première personne. Alors oui, c'est vrai que tu as signalé le fait que nous allons pas faire comme d'habitude. D'habitude, on fait juste le début des jeux. Là, effectivement, l'apparition tardive du xénomorphe m'a incité à sélectionner des chapitres dans lesquels on va naviguer. On va faire 3 ou 4 chapitres si on a le temps, pour essayer de voir un peu les mécaniques de jeu en présence de l'alien, puisque c'est effectivement là que ça devient tout à fait intéressant, même s'il y a plein de choses à dire, vous allez le voir sur les premières séquences du jeu. Pareil, il y a un truc un peu particulier, c'est qu'on joue au jeu avant de voir le film, alors que ce jeu est en fait la suite directe, c'est quasiment le... Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler du pitch du jeu. On incarne... plus tard. Non, on peut le dire maintenant, comme ça on va pouvoir ouvrir. En fait, on incarne Amanda Ripley, donc, qui est la fille d'Ellen Ripley. Alors le truc, c'est que moi, pour être parfaitement honnête, il y a encore 2 ans, j'avais complètement oublié que le personnage d'Amanda Ripley était cité déjà dans la franchise. C'est dans le Director's Cut d'Aliens qu'elle est mentionnée. Donc en gros, c'est au moment où Ellen Ripley se réveille de son cryo-sommeil d'une 60aine d'années qu'elle apprend que sa fille Amanda est morte. Et donc là, oui, on incarne la fameuse Amanda, et elle vient d'apprendre que on a retrouvé la boîte noire de l'USS Nostromo, donc et peut-être une chance de retrouver sa mère. C'est vraiment le postulat d'origine du jeu, quoi.
Voilà, donc le jeu va commencer par une cinématique qui explicite ses enjeux. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va déjà s'intéresser un peu à l'entrée en matière, en tout cas la façon dont le jeu nous accueille, en passant sur l'écran titre, enfin l'écran de chargement quasiment, pour essayer de voir un petit peu les horizons d'attente qu'un tel écran titre peut produire. Alors le truc c'est qu'on était déjà branché sur cet écran titre, mais même il y a quelque chose qui se passe avant que cet écran titre apparaisse, c'est qu'il y a le logo 20th Century Fox avec un filtre VHS qui vient amplifier le côté un peu nostalgique des années 80, assez étonnant, mais on va revenir sur ce filtre VHS qui est assez omniprésent dans le jeu. Mais voilà, juste peut-être pour parler de cette image inaugurale, qu'est-ce que ça t'évoque en termes d'horizon d'attente sur le jeu? Qu'est-ce que tu vois dans ce plan? Comment il te fait entrer dans le jeu concrètement? Déjà, il me fait me sentir absolument minuscule à l'échelle de l'univers. Enfin, il y a vraiment le côté, le vide intersidéral qui occupe la moitié de l'écran, le vaisseau qui est absolument minuscule et cette espèce de grosse planète géante gazeuse. En fait, il n'y a pas juste le menu qui vient me faire penser que je vais avoir un jeu d'horreur cosmique vraiment où je vais me sentir insignifiante à l'échelle, enfin insignifiante en tant que joueuse, mais aussi en tant qu'humaine face à l'immensité du cosmos. Mais le côté alien, le fait que le jeu s'appelle Alien Isolation. Enfin là, direct, je trouve qu'on a ce côté où on se sent mais désespérément seul au milieu des étoiles. Clairement. Alors il y a aussi en plus cette espèce de vue latérale, ce qui crée une forme de confrontation. On a effectivement la planète d'un côté qui mange la moitié de l'écran et donc la station minuscule en face de la planète, ça crée un effet de face à face. On aurait pu avoir le vaisseau devant la planète par exemple, ce qui n'aurait pas du tout créé le même effet. Là on a un effet de confrontation, alors qui, en fait j'ai appris tout à l'heure, était une fausse piste. Moi je pensais vraiment que c'était LV426, la planète des aliens, mais pas du tout. En réalité, moi je pensais que c'était la confrontation entre la planète des aliens et la station, mais non, en fait c'est un autre système. On est dans un débat d'esthète parce que oui, c'est la planète KG348. Voilà. J'ai appris ça juste avant. Donc ça commence par une fausse piste, mais néanmoins cette idée de confrontation, je trouve qu'elle est quand même très très sensible dans un écran comme celui-ci, qui annonce en plus avec le sound design très sourd, qui annonce cette solitude là encore liée à cette isolation, parce que c'est vrai que c'est pas tant l'isolation phonique que l'isolement. Effectivement, c'est un peu un faux ami, mais on est sur effectivement la solitude absolue de l'espace. L'espace, en fait, c'est presque un prétexte pour qu'on se retrouve confiné. En fait, c'est un huis clos spatial, exactement comme le premier film, pour qu'on se retrouve seul, avec quelques moments, il y a des sorties extravéhiculaires qui vont arriver dans le jeu et quelques passages sur une planète étrangère, mais l'essentiel du jeu se passe à bord de la station spatiale que vous voyez là. Eh bien, donc nous allons, sans plus tarder, lancer la partie. Et il y a la musique de Jerry Goldsmith en plus, qui est reprise, qui met une ambiance tout de suite, quoi. Donc sur les cinématiques, on va rien dire, et puis on mettra pause juste après pour analyser ce qu'on vient de voir. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. 3e officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ripley ? Mon nom est Samuels.
Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anesidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Donc voilà, cinématique d'ouverture. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, je crois. Le jeu date de 2014, donc 10 ans, hein, enfin 11 ans. Et c'est vrai qu'il est quand même encore assez bluffant techniquement, Oui. concrètement, c'est ce qu'on se disait à l'instant. Je pense que ça se tient plutôt bien. Puis le fait que ça repose énormément sur tout l'aspect visuel d'Alien, qui pour moi n'a toujours pas pris une ride depuis 79, joue aussi pas mal, mais même sur la gueule des personnages, les cinématiques et tout, ouais, je trouve que ça se tient toujours extrêmement bien. Ouais. Il peut y avoir un petit côté uncanny valley souvent sur Oui, ce genre sur de certains personnage de persos, synthèse. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que ce personnage masculin, qui est celui qui est le plus raté entre guillemets entre les deux, c'est un droïde C'est en un fait. synthétique. Voilà, Ouais. c'est assez cohérent en fait d'un point de vue textuel, on va dire. Donc bon, ça c'est assez amusant. Alors sur cette cinématique qui est c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais pour ceux qui n'avaient jamais vu le premier film, c'est un énorme spoiler évidemment, puisqu'on apprend que Ripley est la dernière survivante de Nostromo, mais je pense que tout le monde le sait quand même cette information-là. Mais on a quand même ce générique voilà qui nous spoil la fin du premier film, voilà concrètement. 79, il y a prescription quand même. Ouais, on va dire qu'il y a prescription. Je me suis d'ailleurs posé la question parce que alors, malheureusement on peut jouer au jeu qu'en VF. Je n'ai pas trouvé la solution pour le mettre en Oui, VO. parce que c'est vrai que c'est Sigourney Weaver qui a repris le rôle d'Ellen Ripley. Et en fait, oui, c'est vraiment son dernier rapport qu'elle fait sur Terre dans le film, qui est repris directement là, et d'ailleurs, ouais, qui réinterprète des années plus tard. Mais il y a il y a plusieurs acteurs, je pourrais pas tous les citer, mais plusieurs acteurs en fait du film original qui ont donné leur voix ou parfois leur trait à des personnages d'Alien Isolation. En fait, elle rejoue, c'est pas les sons du premier film, c'est vraiment Non, elle a redoublé. D'accord, réincarné ok. son rôle, ouais. Et je sais pas si c'est la doubleuse française. Bah ça, je me demande, ouais. J'avais pas fait le jeu en VF, mais en tout cas, je trouve qu'elle a une voix Il y a très, des annotations qui rappellent. ça marche bien, quoi. Ouais. Alors sinon, en termes d'analyse entre guillemets sur une séquence comme celle-ci, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas d'une grande inventivité formelle, très clairement. Oui. On est sur du chant contre chant assez basique, une exposition qui est pas, qui brille pas, on va dire, par son inventivité. On est vraiment sur une mise en situation. On est là pour nous dire ce qu'on va faire, en fait. Concrètement, j'ai l'impression que c'est ils voulaient presque se débarrasser de ça. À la limite, ça les intéresse pas, Creative Assembly. Il y a vraiment ce sentiment, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, alors en fait, il y a quand même une partie que je trouve intéressante avant le moment où on arrive à Amanda Ripley, c'est les titres. Les grands titres. Bien sûr, ouais. Là, c'est John McKellan qui a conçu une grosse partie des interfaces du jeu. Elles sont magnifiques. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un gros faible pour les interfaces utilisateurs de Alien Isolation. Et on va beaucoup en voir, donc tant mieux. En fait, il a repris l'écran titre d'Alien, où en fait, pour ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous vous souvenez, on voit vraiment des lettres apparaître, mais comme des espèces de monolithes, où on a presque l'impression de voir une langue extraterrestre qui se dévoile peu à peu, révélant à la fin le mot Alien.
Et donc John McKellen a décidé en fait de filmer ces lettres-là, enfin vraiment de zoomer sur les moments où les lettres apparaissent. Ensuite, après, il a enregistré ça sur une VHS qu'il a diffusée sur une télé cathodique, qu'il a ensuite capté avec un réflexe pour que ça donne cet effet un peu cathodique bizarre, pixelisé, mais avec vraiment un détail. Et moi, j'aime bien cette manière d'amener le titre. Carrément. Mais après, c'est vrai que sur le reste, on est sur du basique de chez basique. Voilà, on a un personnage qui vient se voir dévoiler tous les éléments du jeu, quoi, toute l'intrigue. C'est un petit moment de dialogue d'exposition qui, heureusement, ne dure pas trop longtemps. Exactement. Et j'ai l'impression que Creative Assembly l'avait bien compris. C'est bon, ça va emmerder les gens, on va faire ça très vite fait, quoi. Ouais, on sent que l'inventivité elle va être ailleurs en fait. Enfin, ce qui les intéresse est ailleurs. Et c'est vrai que sur ce générique, qui effectivement je le trouve très très beau, c'est l'idée de la nostalgie aussi qui passe par cette granulosité, on va dire, de la VHS. Mais moi qui m'interroge quand même, c'est que le premier film, pour moi, n'appartient pas à un imaginaire du vidéoclub. C'est un film de cinéma. Le 2, oui. Alien, c'est un film, pour moi, de vidéoclub qui convoque cet imaginaire-là. Donc j'étais quand même assez surpris, comme il convoque vraiment le premier film, qu'ils aillent du côté de ce souvenir nostalgique de la VHS. Ça m'a interrogé, et à la fois, je me posais la question, est-ce qu'il s'adresse à une nouvelle génération, peut-être, qui associerait davantage Alien à cette période VHS? Je ne sais pas, toi, le souvenir que tu as, quel imaginaire cinéphile le premier film invoque? Moi, c'est marrant, parce que moi, je l'ai plutôt regardé à fond sur VHS, donc peut-être qu'il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte. Je sais que l'équipe créative a beaucoup parlé du fait qu'ils ne voulaient pas uniquement se vautrer dans l'hommage, donc par exemple reprendre l'écran titre tel qu'il apparaissait dans le film, sans créer quoi que ce soit d'autre, ça aurait été un petit peu fainéant de leur part. C'est sûr, ça aurait fait, je pense, hyper plaisir à plein de fans du film, mais ils arrivent à créer et broder autour de ça tout en restant, ultra respectueux du matériel d'origine, quoi. Oui, clairement. Eh bien, on va pouvoir lancer la partie. Alors, simplement, avant que Julie prenne les commandes de la première mission, on va se partager un petit peu la manette. Comme d'habitude, les habitués le savent, j'aime bien faire ça, c'est une espèce d'analyse de composition de mise en jeu. Voilà, où on regarde ce qu'on nous donne à voir dès le début du jeu, quand on n'a pas encore pris en main la manette. Quelle composition nous imposent les développeurs. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on nous met quand même face à un mur. Concrètement, on est littéralement face à un mur. Voilà, alors qu'il y a des portes, il y a des choses derrière. Mais ce qu'on voit d'abord, c'est un mur. Et c'est un mur, vous avez remarqué, il y a un écran. On nous demande de sign in, donc de nous inscrire. Et c'est pas seulement sign in, on a replay qui est annoncé en haut. Et vous voyez, c'est pas Amanda Ripley, c'est juste Ripley. Donc il y a une sorte de mise en abîme ici, comme si le jeu nous disait, vous allez signer pour être Ripley, en fait. J'ai le sentiment qu'ils ont voulu faire le premier film, ils se sont dit on va pas le refaire, ça n'a pas grand intérêt, on va faire une sorte de suite, mais en fait c'est une suite remake. C'est clairement un remake du premier film. L'intrigue d'Alien Isolation, c'est le premier Alien, franchement. Voilà. Ouais. Donc on incarne sa fille, mais en fait on incarne un petit peu Ripley, et il me semble que ce truc-là qui est complètement inutile, en termes de gameplay ça sert à rien concrètement, c'est une note d'intention. C'est vraiment nous dire vous allez quand même incarner un avatar de Ripley. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, juste, c'est marrant, en parlant d'Avatar, j'y avais pas du tout pensé, là en revoyant la séquence à l'instant, ça fait très Avatar justement. 2009, alors je sais pas si eux avaient le film en tête quand ils ont fait cette séquence de vue subjective, avec le personnage qui se lève comme ça de sa civière, qui regarde ses pieds, qui regarde ses mains. Je sais pas, il y a vraiment. Je me souviens pas l'avoir vu cité en tout cas parmi les influences peut-être, mais c'est vrai qu'il y a un écho aussi direct au tout premier film où on voit en tout cas l'équipage qui émerge de son cryo-sommeil, quoi. Là c'est la vue subjective qui me faisait penser à ça. La vue subjective forcément va amener ça. Alors du coup peut-être c'est intéressant de commenter ce décor, parce que c'est effectivement le décor qu'on découvre au tout début du premier film, c'est exactement le même, c'est une espèce de cercueil, on va dire, de stase, qui permettent à l'équipage de dormir pendant tout le voyage interstellaire. Je crois qu'on peut manipuler ce truc d'ailleurs, c'est assez marrant, il me semble que si on regarde, on peut fermer les portes, il me semble. Non, quand on regarde juste au niveau juste derrière toi, le truc vert, voilà. C'est le seul truc d'interactivité qu'on a, c'est qu'on peut ouvrir et fermer, c'est assez marrant, comme si on voulait nous faire jouer avec le décor du premier film. Il y a vraiment ramasser des objets, je me souviens même plus comment, on n'a pas encore accès à l'inventaire. On n'a pas encore. C'est rond, je crois, mais non, on n'a pas encore. Ah non, pas encore. Et même le truc, la bascule, l'espèce de petite figurine, elle est dans le premier film aussi. Il y a vraiment plein de détails comme ça. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai pas non plus l'impression qu'on me donne des coups de coude dans les côtes en me disant hey, regarde Alien, parce que c'est des petits trucs par-ci par-là que
faut vraiment connaître les détails du film pour l'apprécier. C'est assez subtil, c'est vraiment des petits easter eggs. Et je veux dire, ça dénote pas en tout cas de l'univers du jeu tel qu'on le voit, quoi. Mais par rapport à la représentation du Nostromo, bon, en fait là on n'est pas dans le Nostromo, on est dans la station spatiale Sébastopol. Ah, on est dans le Torrens, ça. Ah oui, on est dans le Torrens, pardon. Oui, en plus, on n'y est pas encore, quoi. Mais pour reproduire vraiment tous ces environnements, il y a la Fox qui a quand même filé 3 téraoctets, une quantité astronomique en fait de données sur le film. C'est quasiment, aux équipes de Creative Assembly. Presque de la photogrammétrie en fait à ce stade. On est quasiment sur une reconstitution modélisée en 3D du vaisseau Nostromo, parce que c'est vraiment les mêmes lieux en fait, on les retrouve. Alors ils sont un petit peu moins rouillés, on va dire, dans le jeu. On a un système où on va pouvoir interagir avec différents écrans qui vont en fait nous donner des informations sur l'équipage. Et puis après, sur la fameuse station sur laquelle on va aller, Sébastopol, on va découvrir tout un lore du jeu au travers de ces écrans, qui ne sont pas utiles absolument d'ailleurs pour jouer, à part des moments où ça va nous servir à actionner des portes, ce genre de choses. Oui, ça peut permettre d'activer des détecteurs de fumée ou des choses comme ça qui permettront en tout cas de se cacher du xénomorphe ou d'avoir la paix pendant environ 30 secondes. Ouais, c'est ça. Mais on a cet environnement quand même très médiatisé, avec des écrans, des boutons sur lesquels on peut appuyer. On a déjà les trucs de sauvegarde, on va en reparler ça un peu on va sans doute en reparler parce que c'est... D'ailleurs, tu veux que je sauvegarde ou pas forcément, parce que là il n'y a pas vraiment de risque en fait. Oui, c'est vrai. D'ailleurs c'est assez étonnant qu'ils mettent un point de sauvegarde ici. J'ai un syndrome de stress post-traumatique quand je revois ces points de sauvegarde. Voilà, et voilà, il y a aussi quelque chose dans la différence avec le film. C'est que dans le film, quand les personnages se réveillent de leur stase au début, ils sont quand même très nombreux. Enfin, ils sont 7, on les découvre, ils sont tous dans les cercueils, dans les espèces de lits. Et là, pour le coup, il y a personne en fait. Oui, t'es toute seule. On se réveille, on est toute seule. Donc le côté isolation, il est déjà là. Ce qui est marrant, c'est que le jeu n'a pas encore commencé. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le jeu pourrait tout à fait se dire, mais ça se trouve, on va déjà se confronter à l'alien en fait. Ouais. On va voir un peu quand tu vas naviguer dans le vaisseau, il y a plein de petites trouvailles qui amènent un petit peu à ça. Et pardon, je vais pas faire une douche de 30 minutes. Tout pour repousser l'apparition du xénomorphe. Tac. Mais oui, les points de sauvegarde que vous avez vus tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler, mais ils mettent un certain temps à s'activer. En gros, quand on se... attendez, je vais vous montrer quand même vite fait. Ouais, c'était où ? C'était juste à droite, ouais. En gros... Pour sauvegarder la partie, il faut mettre sa carte, attendre que toutes les loupiottes descendent et ensuite seulement on peut sauvegarder. Et ça a été assez crucial. Enfin, les développeurs ont longuement hésité là-dessus parce que ça paraissait un petit peu dépassé pour un jeu vidéo en 2014 de ne pas proposer de sauvegarde automatique. Et je suis déjà en train de me perdre dans ce Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant que tu te perdes parce que à mon avis, je pense que c'est fait pour. Oui. Alors que Ripley, elle est censée connaître le vaisseau, elle l'a embarqué, on l'a pas chloroformé, allez c'est parti, tu vas dans le vaisseau, tu demandes rien à personne, non, elle connaît le vaisseau, et là pour le coup quand on prend son contrôle, on se dit mais c'est bizarre, on est déconnecté du personnage qui est censé lui connaître ce vaisseau, mais en fait ça retranscrit je trouve un peu la stase, le côté réveil d'un très long sommeil cryogénique, elle est un peu désorientée, elle sait pas trop où elle est, où elle va, donc c'est assez marrant. J'aime bien quand tu t'intellectualises le fait que je me perde parce que j'ai zéro sens de l'orientation. Ça me fait plaisir. Même là, on voit la fumée, quand il y a les portes s'ouvrent, vous avez vu, il y a de la fumée, de la poussière. On a vraiment le sentiment que la station, elle est abandonnée en fait. Il y a vraiment ce côté tout de suite de nous mettre dans un bain un peu anxiogène, un peu inquiétant. Voilà, on voit bien les effets de fumée qui sont effectivement un petit peu inquiétants, on va dire. On n'est pas serein en fait quand on voit ça. Et là, enfin, on tombe sur quelqu'un. Voilà. Taylor, bonjour. Ripley, il n'y a rien de bon dans cette journée. Je pense pas qu'elle fasse jour. Alors là, on voit, je me permets de parler dessus parce qu'on voit un peu le système de discussion. On va pas avoir des cinématiques classiques, on va avoir des interactions comme ça en temps réel avec les personnages. Pas trop de long voyage. Ce qui marche énormément pour l'immersion en tout cas. Il y a vraiment ce côté où on se sent jamais trop en sécurité, même pendant les moments de cinématique comme ça. Exactement. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. Alors c'est toujours des trucs un peu étonnants en termes là de relations au cinéma, ces moments-là, parce que comme il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de cadrage imposé, c'est clairement là on écoute quelqu'un parler, donc là tu t'es mis très gentiment devant la personne, mais on pourrait très bien se balader. C'est assez marrant, voilà, ce côté parle à ma main quoi, en gros, on se barre, on va visiter. Bon, mais d'ailleurs je le fais parce que là je sais que je fais regarder, parce que moi j'ai plutôt tendance à observer les décors qu'à me planter devant le personnage. Donc là, on a complété un premier objectif où on nous dit d'aller parler au deuxième personnage,
qu'on a vu au début, hein, le fameux droïde. Ouais, Alors, il me semble qu'il est plutôt de l'autre côté. Oh, bah, Ouais. heureusement que tu t'es remis au jeu. C'est bon, sinon je faisais toutes les portes. Il doit être quelque part par là. Je vais aller voir à droite pour. Ouais, c'est peut-être par là. Tout à l'heure, on est passé devant. Ah oui, ça va être par là, ça va être à gauche après, ouais. Oh là là, quelle mémoire. Alors, ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que tu peux le remontrer, le décor avec l'échelle. Ouais, bien sûr. Vous allez le voir au tout début d'Alien. En fait, la séquence d'ouverture d'Alien, on a cette échelle et la caméra recule. Il y a un travelling arrière dans le couloir qui est en face là. Ah bah si, ouais, fais dos au couloir du coup. Et on peut essayer de refaire. Hein. Vas-y, mets-toi face dos au couloir pour voir. Et ce couloir-là, vas-y. Et là, pas de part en arrière. Tac. Et là, vous allez voir le plan quasiment d'ouverture d'Alien. Ah bah, Ridley Scott, c'est vraiment pas cassé la tête. Hein, Franchement. Et donc c'est un long travelling, alors comme je disais, beaucoup plus rouillé, hein, le vaisseau Nostromo, mais on retrouve la même chose. C'était là où tu étais. Ouais. Bon sang, bonsoir. Et là, vraiment toute cette signalétique qu'on retrouve dans le Nostromo Complètement, du film. ouais. Et Yvette dans le coin, voilà, c'est la porte. Ah, le voilà. Ah, Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu l'aurais réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. D'ailleurs, assez amusant de constater que les dialogues ici sont quand même très informatifs. On est vraiment là pour nous donner des informations. C'est pas la partie la plus intéressante du jeu. Je dirais pas que c'est un jeu narratif, c'est Voilà. pas le plus important, quoi. Alors que dans le film original, le moment où ils se réveillent, ils parlent de la pluie de beau temps, je sais pas, ils sont en train de petit déjeuner. Du fait que la nourriture que Weyland Yutani leur sert est dégueulasse. Voilà, Il y a un c'est truc ça. très naturel, quoi. Exactement. Qu'on retrouve pas vraiment ici, hein, qui est une dimension un peu plus mécanique, on va dire, qui est liée aussi au médium vidéoludique, où les dialogues doivent servir l'interactivité. En gros, on doit nous expliquer où aller et nous permettre du coup d'aller dans la bonne direction au bon moment et donc de suivre un petit peu le scénario pour produire l'effet cinématographique. C'est un peu paradoxal. Ouais. Ça fait pas cinéma, mais le but c'est que ça fasse cinéma. C'est assez marrant. Donc là, on va avoir bientôt une forme de transition narrative, on va dire, vers la partie intéressante du jeu, on va dire, où on va arriver sur la station. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti, au boulot. Vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Donc voilà, et là on va lancer donc la cinématique qui nous amène sur le Sébastopol. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74, resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ici Waits, Marshal de la colonie à Sébastopol. On a fait une problème ici. Marshal? Marshal, ici le Torrens. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez,
Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Dépressurisation. Oh putain, je déteste ça. Reste derrière moi, Taylor. Et vous aussi, Samuels. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain, Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. Taylor, Ripley, tenez bon. Répondez, y a quelqu'un? Il y a toujours ce photoréalisme, je trouve assez troublant, qui vient tout de suite créer une forme d'immersion, hein, renforcée par la vue subjective bien sûr, mais graphiquement il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant. À part les visages, je trouve que le jeu n'a pas pris une ride, quoi. Il y a vraiment des moments troublants. Hein. Que ce soit dans les cinématiques ou aussi dans les moments en jeu, comme tu disais, où on a vraiment une transition, les dialogues des personnages se font des moments où on a, nous, une influence sur ce qui se passe dans le jeu, quoi. Alors ici on va avoir un choix qu'on retrouvera un peu plus tard dans le jeu, les moments où on est en combinaison, qui va pas durer très très longtemps, mais que je trouve tout de suite hyper intéressant. C'est le côté où on a cette espèce de surface comme ça qui vient créer une forme d'écran, en fait d'écran intégré au jeu, et renforcer là encore l'immersion parce qu'on a une forme d'hypermédiaticité, si je puis dire. Voilà, on ressent effectivement la présence de l'appareillage en fait, et qui en plus obstrue la vision. Il y a vraiment ce truc. Mais bon, ça dure pas très longtemps, mais on retrouve après. Hein, on va retrouver dans des missions plus tard, le côté combinaison spatiale pour les rares sorties extravéhiculaires. Donc là, alors je parlais d'Avatar tout à l'heure, je trouve que ça fait très Gravity aussi ce moment qu'on vient de voir, le côté cinéma virtuel, pour nous intégrer dans cette station. Et donc là débute concrètement le jeu. On va dire que c'est là vraiment que ça commence, c'est là qu'on sait qu'au vu du titre, il y a un alien qui se balade quelque part. Ouais, a priori. Ça n'a pas encore été dit explicitement dans le jeu, mais ça le sera bien assez tôt. L'horizon d'attente créé par le titre fait qu'on le sait en fait. Et concrètement, quand on commence à jouer, on n'a aucune idée du moment où ce xénomorphe va apparaître pour la première fois. Et ni même s'il y aura... Enfin, c'est un peu un classique dans les survival horror, c'est que les menaces sont pas forcément les créatures telles que le xénomorphe, ça peut aussi être les autres êtres humains qu'on va croiser. Donc il y a ce truc... je me souviens d'une certaine appréhension dès que je croisais des personnages, parce qu'on n'a aucune idée en fait de qui est cet équipage, on est seul. Tout à fait. Alors peut-être justement sur cette entrée dans le Sébastopol, la manière dont on découvre ce décor, l'éclairage, l'ambiance, l'atmosphère. Quand tu as joué au jeu la première fois, quelle sensation ça t'a produit quand tu es arrivé là, quand tu as découvert ce décor? Comment tu as appréhendé le jeu au début? Déjà en étant extrêmement contente parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'adaptations en jeux vidéo du Alien de James Cameron qui sont des jeux d'action qui moi m'intéressent un petit peu moins, vraiment des jeux où on incarne des soldats ultra musculeux et armés jusqu'aux dents et où on tire sur des xénomorphes comme si c'était des vulgaires pigeons. Et du coup, c'est vrai que là, me dire tout de suite, ok, on a un jeu qui retranscrit vraiment le côté isolation, le côté terrifiant et oppressant du premier Alien, j'étais absolument ravie. Et ensuite est venu le moment où j'étais par contre complètement flippée. Enfin, c'est vraiment un des jeux qui m'a fait tellement peur. Mon copain qui est dans la salle est bien placé pour le savoir parce que c'est lui qui a joué et que je regardais jouer au début, tellement j'étais terrifiée par le jeu. Et ça, le côté première personne joue beaucoup. C'est vrai que je trouve ça très bien que Creative Assembly ait poussé Sega pour leur dire non, il faut que ce jeu soit à la première personne. Déjà, ça a du sens dans les scènes où on est en combinaison spatiale dans son casque, etc. Mais aussi... oula, je suis déjà en train de...
Mais aussi parce qu'il y a un côté beaucoup plus oppressant. Et ça, il y a des développeurs d'autres survival horror, comme les Resident Evil, qui ont exploité ça, qui sont passés à la première personne sur l'épisode 7. Parce qu'avant, en fait, ils avaient des premiers jeux qui dépendaient de plans fixes. Donc il y avait un côté, une dimension un peu claustrophobe pour le joueur. Je suis déjà en train de me planquer dans un conduit alors que j'ai croisé personne. Mais je vous montre les conduits qui sont très bien. Et le côté première personne, permet vraiment déjà de limiter un petit peu le champ de vision, de stresser un petit peu plus le joueur, quoi. Alors là, effectivement, on a vu plusieurs scènes scriptées qui sont des passages obligés. On est obligé de voir la lumière s'éteindre, on est obligé de voir l'espèce de flamme là, qui explose. On est obligé de passer par ce conduit. Et on voit effectivement que ça impose une trajectoire. Et ces scènes scriptées vont accentuer la dimension cinématographique. Là encore, on a vraiment l'impression de jouer à un film avec des événements qui vont se produire à certains moments. Ce qui fait que tout ça est finalement très naturel. Quand on joue, c'est pas du tout forcé, on a vraiment le sentiment de quelque chose d'assez organique finalement dans le traitement de l'espace, dans la façon de s'en emparer, etc. Et c'est vrai que la vue subjective, tu l'as très bien dit, participe de cet effet-là aussi, de l'impression de voir un film de l'intérieur. Oui. Parce que c'est aussi ça, quand on voit son personnage, c'est pas du tout le même effet, on a l'impression de regarder un film de l'extérieur finalement. Et là, d'avoir cette vue subjective produit autre chose, un autre rapport à l'espace qui participe d'une forme de désorientation, parce qu'on peut aussi se perdre. Parce que mais d'ailleurs, oui, je ne sais même plus si on a accès à une carte. Oui, mais après, il me semble, c'est plus tard. Ouais, je crois. Ouais. Là, au début, pour l'instant, j'ai juste accès à mon inventaire qui est vide. Mais voilà, on va avoir cette succession de scènes de scènes scriptées qui vont se... Voilà, par exemple ça. Donc des espèces de micro-cinématiques en fait qui sont là pour relancer l'action à chaque fois. Mais on voit bien aussi comment tout de suite on nous crée une ambiance extrêmement oppressante. Alors on l'a vu avec les conduits, on n'est pas resté trop longtemps dans les conduits, mais avec ces espèces de petites loupiottes qui sont vacillantes, qui marchent à moitié. Le fait que tout mette du temps à s'ouvrir, en fait, qui est vraiment les conduits qui s'ouvrent progressivement, parce qu'on se doute déjà, enfin en tout cas, que potentiellement, si le xénomorphe débarque et qu'il faut se réfugier dans le conduit, ce sera pas aussi immédiat qu'on l'espère, quoi. Et tout fonctionne comme ça, quoi. Les points de sauvegarde manuels qui prennent des plombes et qui du coup vont induire un sentiment de stress, mais aussi d'intense soulagement quand en fait on a réussi à faire plusieurs actions dans le jeu et qu'on se dit enfin je vais pouvoir sauvegarder et pas recommencer, parce qu'il y a des phases quand même assez longues sans point de sauvegarde. C'est stressant d'ailleurs, ces moments-là. Et toutes les portes qu'on a vues mettent un certain temps à s'ouvrir, donc et d'ailleurs j'ai même pas commencé à courir, mais ouais, c'est là aussi on apprend à se baisser, je crois que c'est R3, c'est ça ? Ouais, c'est en cliquant sur le joystick. Voilà, on a plein d'effets qui permettent d'obstruer la vision, d'éviter qu'on voit bien, de créer du hors-champ interne en fait. C'est aussi tout le principe d'un jeu comme celui-ci qui adapte un film qui reposait essentiellement sur le hors-champ, parce que finalement l'alien on le voit très peu. On le voit 4 minutes dans le film, voilà. Il met 1 heure à débarquer. Enfin, quand il a été pitché à la Fox, je crois que le pitch c'est les dents de la mer dans l'espace. Même si les dents de la mer c'était aussi un accident, le fait que on ne voit pas le requin autant que Spielberg l'aurait voulu dans sa première mouture. Mais c'est ça qui marche très très bien aussi. Il y a un vrai côté sacralisé du xénomorphe, où on va vraiment se retrouver à le craindre. Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que le jeu capitalise sur ces moments de hors-champ. On va en reparler du hors-champ parce qu'il est vraiment fondamental. Je pense que le jeu repose essentiellement sur le jeu avec le hors-champ. Mais là, on a vu avec ces espèces de lanières en plastique là, qui obstruent, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Ça crée une forme d'appréhension. Le simple fait de s'accroupir aussi, en fait, ce qui est une chose qu'on va faire assez souvent, parce qu'en fait, vous le verrez plus tard, mais le xénomorphe peut nous voir. Donc du coup, on a plutôt tout intérêt à rester accroupi et à se cacher derrière un coin de table pour pas qu'il nous observe, quoi. Si vous le voyez trop, c'est qu'il vous a vu et qu'il va vous dévorer. Alors ce qui est marrant, là, vous avez vu en termes de level design, il y a eu un truc un peu bizarre, je sais pas si tu as remarqué, c'est qu'on nous a donné un chemin à suivre, et on l'a suivi, et cul-de-sac. On se dit mais c'est bizarre. Et en fait, ce qu'on ne pouvait pas voir, c'est que quand on passe l'espèce de portique, là, on ne voit pas qu'il y a un chemin sur la gauche, en fait. Que, là, tu viens de trouver parce que tu es revenu en arrière et que tu as vu le chemin. Donc, c'est là que le level design est intéressant, parce que du coup, on a le regard qui est attiré déjà par ce graffiti. Enfin, il y a des points de lumière. Il y a beaucoup de jeux, en tout cas, qui ont recours à ça. C'est ce qu'on appelle la fameuse ligne jaune, ou les caisses jaunes. Si on veut que le joueur regarde quelque part, on va mettre des éléments qui vont un petit peu sortir pour lui indiquer que c'est un élément avec lequel on peut interagir. Et là-dessus, c'est vrai que vu qu'ils sont attachés à faire une station qui était quand
quand même ludique. Il voulait que ce soit un environnement crédible, proche du Nostromo dans le film, mais qui soit aussi ludique pour le joueur. L'idée, c'est pas de se retrouver seul dans une pièce, sans issue possible face aux xénomorphes, ça aurait pas eu de sens. Donc du coup, beaucoup de modules interconnectés, plein de conduits, des choses en plus, et des chemins possibles. Vraiment, en termes de level design, ce jeu est vraiment intéressant. Il y a de la fumée ? Ah oui, c'est la fameuse machine à fumer. Super bien. Pour nous mettre dans l'ambiance. Ça marche. Ça marche. Et oui, j'ai pas encore accès à ça. Alors peut-être que justement, ah oui, il y avait ce moment qui était marrant, effectivement, j'aime bien ce passage où on était dans des couloirs et d'un seul coup on est sur une zone un peu ouverte, Oui, c'est ça. qui crée un truc anxiogène tout de suite, c'est qu'on ne sait pas regarder. Ah, très bien, voilà. Ce que tu as fait c'était parfait, on regarde à gauche, on regarde à droite, on ne sait pas où porter le regard et on se dit que la menace elle peut surgir d'à peu près n'importe où. Et donc ça effectivement, ça a un effet sur le spectateur, enfin sur le joueur, qui est assez fort pour le coup. Et en plus il y a des éléments qui attirent notre regard, qui nous obligent de nous déplacer, et plus on se déplace, plus on se rapproche, et plus le champ en fait s'évacue, c'est-à-dire qu'on restreint de plus en plus le champ, et le hors-champ devient de plus en plus oppressant. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Donc là... Alors là, c'est le moment où on commence à découvrir les cartes, mais... Mais il se passe déjà quelque chose avec la narration environnementale. C'est vrai que c'est un jeu qui est un peu bavard au début, qui, pour nous mettre dans cette situation, on est seul dans une station, va nous parler, quoi. Mais par la suite, je trouve que ça s'atténue pas mal, et on devine qu'il s'est passé quelque chose dans cette station, en tout cas. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Ça résume à peu près le jeu. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est passer à la mission suivante. Ouais, comme ça, pour aller directement un peu à la première rencontre. Hop. Donc là, pour la première, pour l'ellipse, on vient de vivre une petite mission. On découvre en fait cette station qui est interconnectée. Il y a des espèces de stations de transit. C'est quasiment une ville en fait, hein, avec une taille assez. C'est assez gargantuesque quand tu regardes le truc. Et donc là, on va se retrouver dans une mission qui est la mission qui va nous introduire à la créature, sauf qu'on ne vous dit pas quand. Et tout de suite, vous avez remarqué encore une fois le travail sur le hors-champ interne, que je trouve tout de suite cool, c'est que voilà, on a tout de suite ce temps de chargement où on nous met devant une porte, à nouveau. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc il y a vraiment tout de suite cette appréhension qui se dessine. Et puis quand la porte s'ouvre, on a un surcadrage, donc un cadre dans le cadre, qui nous dévoile quoi ? Qui nous dévoile un truc où il n'y a pas une ligne d'horizon très affirmée. Voilà, on voit qu'il y a un obstacle en bout de ligne, il y a l'espèce de siège à l'arrière-plan, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui peut se planquer derrière. Tout est fait pour qu'il y ait une succession de caches comme ça qui empêchent la vision et qui nous impose de nous déplacer. Puis on a eu le temps, en tant que joueur, de se raconter beaucoup d'histoires dans nos têtes à ce stade. Là, c'est la 3e mission. Et c'est vrai que toute cette tension fait qu'on sait imaginer des créatures surgir, enfin, vraiment à tout moment, ou en tout cas des humains nous vouloir du mal. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas pendant les premières missions. En tout cas, rien. On va faire vraiment des actions qu'on se retrouve à faire souvent dans le jeu, rétablir le courant, parfois utiliser des torches plasma pour ouvrir des portes. Enfin, il y a... Mais moi, je me souviens avoir été vraiment extrêmement tendu à peu près à ce niveau-là, parce qu'on se dit, mais quand est-ce que ça va enfin finir par arriver ? Quand est-ce qu'ils vont crever l'abcès et faire cesser de monter cette tension Parce qu'en termes de jeu, c'est rare, je trouve, en tout cas, c'est beaucoup plus rare dans les jeux vidéo de ne pas avoir un grand moment qui survient quand même dans les, au moins les 10 premières minutes. Quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, cette appréhension, elle est aussi accentuée par ça. Est-ce que tu te rappelles de la première apparition de ça ? Et on se dit, mon Dieu. Voilà. Et là, on voit ça. Il n'est pas encore arrivé, mais on sait, ok, il peut arriver. D'ailleurs, cache-toi. On peut voir ce que ça donne. Voilà, on n'a aucune raison, là, concrètement, elle ne sait pas qu'il y a un truc bizarre. Mais rien qu'en termes de design sonore, ça fonctionne hyper bien, parce que le simple fait de se mettre dans un placard... Et la manière qu'on a de surgir en allant vite, je crois qu'on peut le faire plus discrètement. Alors moi, j'ai jamais réussi. Je me dis, mais elle est pas maline en fait. Il y a une créature qui est là et on défonce le truc dès qu'on ouvre un placard. Bon, c'est un peu bizarre, mais j'ai jamais réussi à la faire sortir discrètement. Bon. Alors, mais tu commences à me mettre le doute là. On essaiera tout à l'heure. Mais comme tu dis, c'est marrant de juste mettre un prompt qui nous montre qu'on peut se cacher dans un casier alors qu'on n'a aucune raison de le faire objectivement. Ça participe beaucoup à l'attention. Et puis là, pareil, des trucs de level design, enfin pas de level, mais plutôt de game design, de mettre des cautions partout, des no weapons allowed, tout simplement d'avoir ça, de se dire ok, on va pas avoir d'armes en fait dans ce jeu, on va être désarmé, démuni constamment. On voit bien là encore cette structure de couloir, enfin de zone où on arrive, on est obligé de tourner la tête pour regarder une porte. On a pareil des choses avec des transparences, on va se dire il y a peut-être quelque chose derrière, mais on voit pas tout. Et du coup, on tourne de l'autre côté, et là, pareil, c'est opaque, et puis on va avoir encore des sas, des choses comme ça. Il y a 10 000
zone d'entrée possible du xénomorphe, Ouais. en fait. C'est terrible, en fait, en termes de peur au début. Oui, d'ailleurs, quand tu regardes un peu les plafonds, on peut voir des espèces de conduits aussi. sûr. Ouais. Ce qui va être assez intéressant parce que c'est une autre entrée possible du xénomorphe. Quoi. Il peut être là. Il peut complètement être là et parfois indiqué par un filet de bave qui dégouline. Et ce qui arrive dans ces moments-là, c'est peut-être que ça arrivera, hein, mais si on ne voit pas le filet de bave et qu'on arrive, en fait, il y a une micro-cinématique qui fait que ça nous le fait laver la tête et il est juste au-dessus, c'est terrible. Alors, pareil, là, on a vu tout à l'heure, quand on est monté juste après l'arrivée dans la station, on a vu qu'il y avait un escalier. Alors, j'aime beaucoup le travail sur les escaliers dans ce jeu, parce que c'est pareil, c'est une façon de créer du hors-champ. Alors, on arrive là, voilà, pour le coup, absolument rien. on voit rien du tout. Donc on est obligé de monter, donc on crée une sorte de mouvement de grue. Vous voyez, quand on monte, il y a quasiment un mouvement de caméra imposé, et avec une profondeur de champ qui impose l'arrivée d'un personnage qui nous tire dessus, qui fait exprès de nous rater, hein, parce qu'on ne peut pas mourir ici. Et ce qui est assez amusant ici, c'est de voir comment, par des petits éléments, des petits détails, on va nous imposer une forme de mise en scène, parce que là, je vous avais dit une sorte de mouvement de grue un peu imposé par le fait qu'on monte les escaliers, la profondeur de champ qui guide donc sur un plan d'ensemble, et on voit le personnage à l'arrière-plan, et puis dès que le personnage s'enfuit, il court, il crie. Donc nous, en tant que joueurs, qu'est-ce qu'on fait ? On le suit. Donc ça fait un panoramique en fait. Enfin, il y a quasiment des mouvements de caméra qui sont intégrés au jeu et qui viennent en fait créer de la mise en scène interne. Il y a un truc qui est assez fort en termes de level design, je trouve, ici. Je serais pas étonnée qu'il soit un petit peu inspiré du travail qui avait été fait sur BioShock, où justement, en gros, les développeurs tenaient à ce qu'il n'y ait pas de cinématique dans le jeu, parce que, bon là il y en a quand même quelques-unes, mais parce qu'on a un faux sens de sécurité. On se dit on peut lâcher la manette, on n'a plus peur au moment où il y a une cinématique. Là, le fait de vraiment aiguiller notre regard et de pas trop avoir recours aux cinématiques, ça joue beaucoup, parce qu'on est en danger permanent. On peut mourir dans ces moments-là aussi, quoi. Enfin, on pense, en tout cas, on peut mourir. Donc là, on va se faire poursuivre par les humains qui ont repéré notre présence, donc on va quand même partir pour éviter de mourir dès le début du jeu, hein, ce serait dommage. Oui, je sais pas si à ce stade on sait à peu près ce qui s'est passé dans la station, mais... Pas vraiment, en fait, on apprend au fur et à mesure, via les écrans justement, d'ordinateur, qui hantent un petit peu le lieu. C'est vrai qu'il y a un côté maison hantée, hein, très clairement, ville hantée dans cette station. Donc là, oui, je me baisse aussi parce que je sais qu'ils sont de l'autre côté, donc on va éviter de se faire repérer en faisant trop de bruit. Bon, voilà. Typiquement le genre d'action que ce jeu permet de produire. Ça, à le côté, on est obligé de se cacher et du coup, dès qu'on se cache, ok, on n'est plus vu par les personnages, mais on les voit plus non plus, donc on sait pas où ils sont là. On peut se pencher, non ? Alors, comment on fait déjà ça ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Ah mais attends, je me rappelle plus comment on fait. Il faudrait que je reteste aussi pour pas foutre des coups de clé à molette dans le vide. Pareil, à un moment clé. Je sais même plus comment. Ça c'est maintenant. Oh mon Dieu. Il m'a repéré. Je n'ai plus du tout le souvenir de comment on fait. Purée. Ah mince, qui te frappe ? Ah, c'est le derrière. Ah, ok, oui. Bon, on va courir. Non mais ça, de toute façon, on va mourir beaucoup, il y a des chances. Bon, écoutez, il m'a provoqué, je pouvais pas faire grand chose de plus. Bon, l'alien n'est même pas encore arrivé. Heureusement, on était juste à côté. Tout cela a été prévu. Évidemment. Mais voilà, pour revenir effectivement sur ces personnages humains qu'on découvre ici, dont on ne connaît pas les motivations. Non, effectivement, à ce moment-là, ils sont agressifs, on ne sait pas trop pourquoi. Je crois qu'on a rencontré un type quand même, on a rencontré un personnage au début Axel, qui se fait... Ouais. Oui, alors c'est ça qui est très bizarre, c'est que notre première rencontre avec un synthétique, c'est Samuels, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui est plutôt sympathique à notre égard. Ouais. Alors que beaucoup de synthétiques en fait qu'on va croiser plus tard dans la station nous sont complètement hostiles. Et sur les êtres humains, il y a un peu ce même côté où on va se méfier du mec qui s'appelle Axel qu'on voit un petit peu plus tôt dans le jeu, qui lui est extrêmement désagréable avec nous sans qu'on sache pourquoi. Du coup, ça crée une sorte de méfiance directe des humains qui se trouvent à bord de la station. Ouais. Et alors que finalement, ce personnage-là s'avère être sympa avec nous. Il y a vraiment ce truc de pas savoir à qui se fier. Et je sais pas pour toi, désolé, je veux pas trop te déconcentrer pendant cette phase cruciale, mais moi j'avais tendance à sauvegarder dès que je pouvais, ce qui peut en fait te porter préjudice par moment, parce qu'il y a certaines ressources qu'on va obtenir qui sont assez rares, qui peuvent être vraiment extrêmement utiles, donc moi j'avais tendance à vraiment sauvegarder dès que je pouvais, et en fait il faut quand même un petit peu réfléchir à ça, quoi. Il y a des moments en fait on va se retrouver à faire un long chemin, à revenir sur nos pas juste pour sauvegarder, quitte à se mettre en danger, mais sinon en fait on court le risque de devoir refaire toute une séquence assez longue. D'ailleurs le cas va se présenter pour nous un peu plus tard, parce que
justement, dans un segment qu'on va faire, il y a une sauvegarde possible à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse si on l'a fait ou pas, pour gagner du temps, mais elle est dangereuse, cette sauvegarde. On va effectivement voir ça. Bon, je ne sais toujours pas comment on se penche, hein, mais c'est pas grave, on va... Je sais même plus. Même pas en oscillant légèrement le joystick vers la gauche ou... pas. Allez. Ah bah bien joué. Allez. Elle est très agressive, elle était toujours très énervée. Oui, Amanda Ripley, elle a toujours été comme ça. Non, bah d'ailleurs, même les personnes qui sont extrêmement fans du film au point de lire les novélisations d'Alien, de lire tous les romans graphiques qui ont été faits autour de l'univers d'Alien, c'est pas un personnage dont on connaît grand-chose, c'est vraiment les développeurs de Creative Assembly qui l'ont développé. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage qui est... En fait, on va pas avoir beaucoup de gens qui vont nous dire c'est un perso extrêmement badass et courageux. Enfin, on va juste le voir à travers ses actes à mesure du jeu, quoi. Un peu comme sa mère, d'ailleurs. Oui. Alors, ce qui est assez amusant, là, c'est ce qu'on vient d'entendre des personnages qui disent elle s'est barrée avec l'instrument de contrôle, là. Et en fait, le personnage dit hors de question que j'aille en bas. Donc en fait, nous on est en train de descendre pendant qu'elle dit ça. Il y a un truc sur l'escalier, quand on se dit le personnage veut pas descendre, c'est qu'elle a sans doute vu quelque chose dans ce coin-là qui est pas très rassurant. Et du coup, on est quand même amené là parce qu'on n'a pas le choix. Si on repart en arrière, on se fait flinguer par les autres personnages. Donc il y a aussi un travail sur le game design là pour le coup que je trouve assez fort pour le coup sur ce que ça crée. Bon, là, je me permets de sauvegarder au cas où. On ne sait jamais. Donc là, on se retrouve là encore dans des pièces. Alors, là, comme je sais qu'il y a un revolver sur la table. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un faux sens de sécurité. C'est ce que j'allais dire. Je te laisse développer ça parce que ça, c'est assez intéressant pour le coup. Alors, le jeu va nous donner à plusieurs reprises des armes. Alors je vais pas trop spoiler pour ceux qui voudraient faire le jeu et qui le connaîtraient pas encore, mais ça commence avec un revolver où on se sent tout de suite un peu sécurisé comme dans un survival horror. Le moment où on obtient la première arme ou un fusil à pompe, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et en fait, déjà non seulement au sein de la station, il y aura plein d'endroits où les armes ne sont pas autorisées, mais en fait les armes vont attirer l'alien. Le moindre coup de feu peut attirer l'alien. Et c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer, nous. Faire du bruit, c'est faire venir le xénomorphe, donc c'est potentiellement livrer des humains qui nous sont hostiles et des synthétiques en pâture aux xénomorphes. C'est intéressant de voir comment les différents ennemis, il y a différentes strates d'ennemis, comment on peut se sauver vraiment en les jetant en pâture aux xénomorphes, quoi. Là, vous avez repéré un truc de level design quasiment cinématographique avec un très beau surcadrage. C'est quand même incroyable ce truc qui tout de suite attire le regard, et effectivement ce personnage décédé à l'arrière-plan qui nous oblige à aller vers lui et créer un travelling en fait qui dynamise et qui sensationnalise cette mort. C'est pas le premier cadavre qu'on voit d'ailleurs, je crois qu'on en voit un avant, mais celui-là il est quand même bien mal en point. On sait pas, alors, il s'est fait flinguer concrètement, donc on voit bien que la menace c'est pas uniquement l'alien, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond sur la station. On va découvrir les détails de plus en plus précisément. Alors va arriver un moment assez important dans le jeu ici, pour le coup. Oh bon sang, la boîte noire. Quoi ? Non ! Putain, merde ! Concentre-toi. Voilà, ce qui est super, c'est que la vue subjective amène, quand le personnage se saisit de la boîte, il y a un gros plan en fait. Un gros plan sur la boîte qui montre bien que c'est quelque chose d'hyper important. Donc c'est la fameuse boîte qu'on recherche. Et ce que je trouve assez amusant dans le jeu, c'est quand même de se rendre compte que cette boîte noire qui est censée avoir enregistré ce qui s'est passé sur le Nostromo, c'est le premier film en fait. Ouais. C'est le film, c'est le film de Ridley Scott. Cette boîte noire, elle est censée contenir le film. Et là, la boîte elle est vide. Et on peut se dire, c'est bizarre du coup, c'est où le contenu du film est où ? Pour moi, il est dans la station en fait. Ouais. Moi, c'est comme si le film de Ridley Scott s'était déversé de la boîte noire, comme une boîte de Pandore qu'on aurait ouvert, et se serait déversé justement dans cette station Sébastopol, comme une forme de contamination comme ça du film vers le jeu. Ce qui va d'ailleurs être quasiment prouvé, vous allez le voir dans un instant.
Néanmoins, quand même, je vais te laisser dire un mot de cette magnifique interface que nous allons découvrir avec le synthoniseur. Ah là là. Donc, c'est vrai que le jeu va quand même nous mettre quelques petites phases d'énigmes. Là, ça va, t'es pas dans une situation de gros stress avec un xénomorphe qui te souffle dans la nuque. Mais donc, l'idée, c'est de reproduire les symboles qu'on voit là. Ce qui peut être absolument terrifiant quand on a un timer ou des ennemis qui nous courent après. Mais on se retrouve très souvent comme ça, avec cette tension de devoir résoudre des énigmes très très rapidement. Il y a plusieurs éléments, je ne sais pas si c'était encore le détecteur de mouvement, si c'était le scanner. On a très peu d'outils au début du jeu, mais plus tard on se voit pourvu d'un détecteur de mouvement j'espère on pourra vous montrer plus tard, qui permet de voir si le xénomorphe approche. Et donc c'est John McKellan, dont j'avais parlé tout à l'heure au moment de parler de l'écran titre, qui a conçu ces interfaces-là en essayant vraiment d'être le plus respectueux possible de ce qui avait été fait par Ron Cobb. Et alors c'est vraiment quelqu'un qui est très obsédé, donc lui son métier c'est d'être UI artiste, donc il bosse sur les interfaces utilisateurs essentiellement. Il a fondé, après Alien Isolation, un studio qui s'appelle No Code, qui ont notamment fait le jeu Observation. Donc pour ceux qui ont assisté aux séances précédentes, c'est vrai que tu avais joué à Observation. Et Observation, c'est un peu l'aboutissement de ces petits moments passés avec les appareils d'Alien Isolation. On navigue dans des interfaces en permanence parce qu'on incarne l'IA d'une station spatiale. Et on a ces interfaces, justement, elles sont un peu low-tech. Côté, le synthoniseur, je ne peux plus le montrer, mais on va peut-être le revoir, parce qu'on va débloquer une porte là-bas, parce que voilà, là d'où on vient, c'est bloqué, donc il faut qu'on désactive le verrou de sécurité. Tout le jeu repose comme ça sur des espèces de micro-missions, avec des portes qui se ferment, qui tombent en panne, il faut réussir à les débloquer, etc. Et donc le jeu joue beaucoup sur ces allers-retours. On fait beaucoup d'allers-retours dans la station, pour le coup, ce qui fait qu'on apprend à la connaître, même si on ne la connaît jamais vraiment, en fait. On continue à se perdre, même au bout de 15 heures. Complètement. Ouais. Moi, j'ai toujours eu ce côté vraiment complètement désorienté. Il y a quelques salles un peu repères, mais... Alors moi, j'étais très mauvais à ce truc-là. Au bout d'un moment, il y en a genre 5 ou 6. Il y a Hélène qui est effectivement derrière. Et alors, moi, je paniquais, c'était terrible. Mais complètement volontaire de la part des game designers. Donc là, on a un truc, on n'a pas parlé des éclairages qui sont quand même absolument incroyables dans ce jeu. Des espèces d'éclairages dynamiques comme ça qui créent des effets de volume constamment, avec à la fois des éclairages qui tombent de manière zénitale comme ça sur les objets, sur les meubles. Donc ça crée une forme d'immersion supplémentaire, je trouve. Et tous ces casiers et toutes ces tables sous lesquelles tu peux te cacher, en fait. Tu les vois comme autant de lieux potentiels de refuge. Alors, nous allons débloquer la fameuse porte. Voilà. Donc, première apparition du xénomorphe. Alors, c'est évidemment une cinématique. Oui. Alors, c'est pas un moment qu'on joue. Le contrôle nous est ôté à ce moment-là pour créer un effet de hors-champ. Parce qu'on pourrait très bien dire, l'alien il sort, attends, je veux le voir de plus près, tant pis si je meurs, il est trop cool, je veux le voir. Bon. Au début, oui, c'est le premier effet que tu vas voir. Ouais. Donc là, on nous empêche de le faire concrètement, pour justement préserver un peu son apparence. Donc souvent, quand on est caché derrière la table, on ne le voit pas, on voit que sa queue, et puis après, on va le voir légèrement de dos, mais on ne voit pas entièrement. Donc il y a vraiment un travail comme ça sur l'apparition progressive du monstre, comme dans le film original en fait. Et ça, c'est le truc de gameplay que j'adore, c'est qu'au lieu de nous laisser la main, on nous prive du contrôle à ce moment-là avec la cinématique, comme si le personnage était tétanisé, comme si lui-même n'arrivait plus à bouger, parce que nous-mêmes on peut plus bouger littéralement, on ne peut plus contrôler quoi que ce soit, quoi. Et je trouve que nous-mêmes plus tard dans le jeu, en fait, quand on se retrouve à faire des parties de cache-cache avec le xénomorphe, on se retrouve à faire des plans en fait, des plans involontaires juste parce qu'on est caché, mais c'est comme tenir une caméra pour semer la terreur. On en aura plein d'exemples ça pour le coup. Ouais. Alors là, ce qui est assez génial, c'est qu'on l'a vu, il est sorti par là. On est un peu curieux, on se dit on va aller voir où il est parti. Mais là, on voit qu'il n'y a que des portes verrouillées partout. Et ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on comprend à ce moment-là que le seul endroit où il a pu partir, c'est là. Et c'est là qu'on comprend qu'il va falloir regarder les plafonds en fait. C'est un truc génial. Ouais. Donc on avait non seulement les côtés où on regardait partout à chaque fois, mais maintenant on va aussi lever la tête pour se dire que il peut tomber là, il peut arriver absolument de n'importe où. Et donc tous les casiers qu'on a croisés depuis le début prennent un sens différent. C'est ça, exactement.
Donc là, on a débloqué la grille, hein, donc on va retourner en arrière. Et vous allez voir que j'avais parlé de ce plan d'ensemble, la composition avec le mouvement de grue, là, et puis ces zones un peu ouvertes, etc. Vous allez voir qu'il y a un travail qui est assez amusant, c'était que, sans le savoir, c'était du foreshadowing. On nous annonçait un plan, vraiment une composition, je pense, de cinéma à venir. Si tu veux... Enfin, je sais pas si une petite carte, où ça, pardon à ta droite, là, ouais. Une carte, pardon, oui, c'est vrai. Tu as l'œil. Mais bon, je sais pas si on aura beaucoup l'occasion de s'en servir. Oui, non, parce qu'on va passer à la sauvegarde suivante dans pas longtemps, de toute façon. Là, c'est juste le plan suivant qui me paraissait vraiment intéressant à commenter. On a à nouveau, donc voilà, on le remontre ici, hein, ce mécanisme très low-tech pour le coup, qui renvoie vraiment à l'esthétique. Merde. L'esthétique du premier film, je peux pas faire deux choses en même temps. Hein. C'est très compliqué. Donc le côté low-tech qui renvoie à l'esthétique du premier film, comme tu allais le dire. Non, mais c'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais ça peut être assez infernal le synthoniseur. Et puis cette couleur verte qui renvoie vraiment à l'imaginaire informatique de ces années-là, quoi. Bah, d'ailleurs, on est accueilli par des interfaces très rapidement dans le premier film, quoi. Je crois qu'un des premiers trucs qu'on voit, c'est on navigue dans les couloirs et on va tomber sur l'interface Mother. Tout à fait. Ouais. Ils n'ont pas changé grand-chose par rapport au design original de Giger. Ouais. J'avais juste lu une interview où ils expliquaient qu'ils avaient inversé le sens des genoux du xénomorphe pour qu'on ait l'impression qu'il puisse vraiment courir extrêmement vite s'il en avait besoin. Parce qu'on va aussi le voir beaucoup patrouiller lentement, fouiller, comme un chasseur traquant sa proie. Bah là, pour le coup, cette caractéristique physique, elle est intéressante là, parce qu'on a un plan large, en fait, même un plan d'ensemble. Donc là, le fait qu'il se déplace très très vite dans ce plan d'ensemble, si tu le filmes en gros plan, ça n'aura pas le même... les genoux inversés n'ont pas d'utilité. Là, ils ont une utilité, clairement, dans un plan comme celui-ci. Alors là, vous avez vu que cette espèce de zone ouverte qu'on avait, elle n'était pas là par hasard. En remontant et en arrivant ici, finalement, on s'est retrouvé avec une composition en plan d'ensemble qui permettait de montrer la maestria de ce monstre, on peut dire ça. Oui, parce qu'il est super fort, en fait. C'est l'organisme parfait. Mais exactement, le fameux organisme parfait que vendent constamment les films. Là, on le voit en action. C'est comme si on était au spectacle. Il y a une sorte de mise en spectacle de l'alien que je trouve absolument incroyable. Oui, puis d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'un des éléments les plus marquants de Alien Isolation, c'est le xénomorphe, pas tant parce qu'il reprend le design de Giger, mais parce qu'il repose sur une IA extrêmement, je sais pas comment dire, mais très performante. En gros, dans beaucoup de survival, l'ennemi va avoir une patrouille, en tout cas une ronde, qui peut être assez facilement prévisible. Il va souvent faire les mêmes choses. Alors que là, le xénomorphe, en fait, va dépendre de plusieurs intelligences artificielles différentes. Il y a un système macro où, en gros, il va voir à peu près où se situe le joueur sur la station et s'en rapprocher, mais aussi un système micro où il va commencer à analyser un peu les actions du joueur. S'il voit un casier rester ouvert, déduire que le joueur est passé par là. Et en fait, ce qui est terrifiant, vraiment, dans ce jeu, et je pense que au tout début, si ça avait été pensé pour être multijoueur, c'était pour qu'il y ait un côté vraiment imprévisible dans le côté, dans les actions du xénomorphe. Le fait qu'il soit incarné par un autre joueur qui peut faire à peu près ce qu'il veut, ça marche en termes de stress. Avoir un xénomorphe qui fait toujours la même chose et qui du coup n'instille plus un sentiment de terreur, ça aurait été vraiment dommage. Et là, en fait, il va s'adapter aux actions du joueur. Si vous restez trop souvent dans les casiers, il va fouiller 2 fois plus les casiers. Ça peut arriver en fait par moment que le xénomorphe fouille la salle dans laquelle vous vous trouvez. Et ensuite vous sortez et il revient parce que c'est le moment où il allait rechecker. Moi par exemple j'avais tendance à pas trop aller dans les conduits parce que ça m'angoissait énormément et donc j'avais jamais vu, mais c'est possible, le xénomorphe peut débarquer dans les conduits. Et il y a plein de choses comme ça qui va se mettre à faire en s'adaptant à ce que vous faites pour vous faire peur, quoi. Ça marche rudement bien. Et ben, ta transition est parfaite parce que nous abordons donc la mission suivante que je voulais présenter. Justement où on va avoir la première session de cache-cache avec le xénomorphe et donc tout ce que tu viens d'expliquer va être mis en action, donc on va pouvoir effectivement observer ça. Non t'inquiète parce que justement c'est parfait pour la transition. C'est le moment où on va aussi beaucoup se passer la manette, non C'est ça. Parce qu'on va mourir. Exactement. Et bah du coup d'ailleurs allez, c'est parti, merci pour cet honneur. Donc là, on retrouve nos personnages qui s'étaient perdus dans l'espace là avec nous, qu'on retrouve à ce moment-là, et donc on va chercher de quoi soigner Taylor. Je regarde juste parce que effectivement dans notre inventaire on a un émetteur de son qui peut. Alors même le craft met un petit peu de temps. Ah bah là j'ai pas les éléments nécessaires. Mais l'émetteur de son qu'on va pouvoir par exemple balancer sur d'autres humains pour être tranquille, les bombes fumigènes pour être plus discret. Alors ça va être derrière toi je crois si je dis pas de bêtises. Ah oui je dois faire quoi là au fait? Oui c'est vrai que je suis. Donc on va vers l'infirmerie en fait. Ah oui ok. Ouais. Ah oui pour aller aider Taylor. Ouais.
Et donc tout ce système d'IA sur lequel repose le Xenomorph est inspiré d'un système de Left 4 Dead qu'on appelle le Director. Tu veux que je fasse ça pendant que tu... Ah oui, j'avoue, ouais, c'est vrai que ce sera peut-être plus simple. Mais en gros, c'est une espèce d'intelligence artificielle omnisciente qui sait à peu près... En fait, pour éviter une grosse frustration chez le joueur, va placer des éléments de manière... par exemple, si vous manquez de santé, va vous donner un petit peu plus de ressources. Si au contraire, vous allez un petit peu trop bien, va placer sur votre route des ennemis que vous n'auriez pas eu si vous étiez mal en point. Et là, on retrouve complètement exactement la même chose. Quelque chose qui va forcer le joueur à adapter sa tactique en permanence, quoi. Et oui, j'oubliais de dire aussi que ça dépend... Alors, fallait pas non plus que le joueur trouve que chaque apparition de Xenomorph soit injuste. Il y a une espèce de jauge de menace en fait qui va dépendre des actions que vous menez dans le jeu. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression un peu de déflorer l'expérience de jeu en expliquant comment ça fonctionne. Mais parce que moi, quand j'ai commencé à y jouer, j'en savais rien. Mais c'est le bruit que vous allez faire, les casiers que vous allez laisser ouverts. Donc le Xenomorph va avoir deux modes. Un mode actif où il va vraiment patrouiller et fouiner dans chaque placard, et un mode un peu plus passif où il va pas forcément vous traquer directement. Sachant que ça, il y avait une fonctionnalité sur la PS3 que j'ai jamais tenté et que j'aurais adoré tester, mais que tu as testé, je crois, où la manette avait un micro. Et quand on actionnait le micro, le Xenomorph pouvait nous entendre dans notre salon. Si on parlait, il nous entendait et il venait nous agresser, quoi. Ah ouais, c'est hallucinant. Ça, c'est quand même une idée assez géniale. Ça aurait été génial dans cette salle. Alors, vous voyez ce plan, m'a dit... Alors, nous allons rencontrer un nouveau personnage. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tout seul dans ce jeu. On rencontre beaucoup de monde, finalement, dans cette station. Elle est quand même très habitée. Ce qui pourrait, a priori, réduire l'effet d'isolement. Mais en fait, non. En fait, non, parce que tu te sens seul, je veux dire, face à l'hostilité des personnes qui te croisent. On n'aura peut-être pas l'occasion de voir des androïdes qui ont vrillé, mais... En gros, il y a des androïdes de la Weyland-Yutani qui nous attaquent. Et moi, je les trouve absolument terrifiants. Ils sont horribles et ils sont insupportables. Ils sont très forts. Ils sont pas loin d'être aussi durs à éviter que l'alien, en fait. Mais moi, il y a même des moments où ce jeu, et j'adore ce jeu vraiment de tout mon cœur, mais il y a des moments où ce jeu m'épuisait. J'en pouvais absolument plus parce que non seulement on a le Xenomorph, on a les androïdes et on a les humains. Tout le monde nous en veut. Donc oui, ce sentiment d'isolement reste. Ouais, t'as raison. Vraiment, j'aurais pu sauvegarder après la séquence de dialogue. Bon, j'y retournerai. C'est vrai que je parlais d'isolement malgré les personnages qu'on rencontre, mais en fait, on voit bien qu'il y a toujours des surfaces qui nous séparent des personnages, à part Taylor, voilà, qu'on va soigner, mais tous les autres personnages, il y a toujours quelque chose qui nous sépare d'eux. Alors, ça peut être une arme, mais ça peut être aussi, voilà, de moment des surfaces qui nous isolent aussi. Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous que la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche ? Le code ? Exactement. Je peux vous guider d'ici si vous voulez. Morley ou Lingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Là encore, un magnifique surcadrage, quasiment un écran de cinéma. Si tu veux que je joue d'ailleurs. On va pouvoir y aller, ouais. Alors c'est là, il me semble. Hein. Alors c'était là. Je vais peut-être sauvegarder un coup avant. Voilà, histoire que... Parce que la sauvegarde dangereuse, on va réfléchir à la faire. Elle est un peu plus loin. Ah non, je peux pas. Bon bah écoutez, on va être obligé de faire la sauvegarde dangereuse, je pense. Il y a des moments comme ça, je me souviens, interminables, où on va passer d'une station spatiale à une autre, en prenant des navettes, en devant attendre que la navette arrive, c'est terrible. Bon là, j'ai pas encore de raison de... Donc là, on cherche un bureau. Oh là là, mais il n'y a rien du tout. On n'a rien. Non mais là, ça va être old school. Ça va vraiment être replay, hein, pour le coup. Donc le fameux détecteur de mouvement. Ouais. Là, je suis a priori en sécurité. Tu me dis, hein, si tu te souviens du chemin par hasard. Ouais, je m'en souviens, mais c'est marrant aussi de voir comment on s'approprie cet espace qui est un peu labyrinthique. Parce que du coup, ça nous fait voir des choses aussi, voilà, des cellules capitonnées, voilà, qui créent une ambiance un peu... on pourrait tout aussi bien marcher directement dans un intestin, quoi. Enfin, ouais, carrément. Elle est très organique, mais à la manière de Giger, d'ailleurs. Hein. Ouais. Des petits surcadrages comme ça, Je veux dire, il y a quasiment une forme de montage là-dedans. C'est que finalement, on se balade comme si on allait de plan en plan, avec ces zones qui sont des cadres de cinéma, pour le coup, comme si les couloirs étaient des points de montage, en fait. Il y a vraiment un truc assez marrant là-dedans. Même la carte est très belle. Ouais, la carte est magnifique. Elle est très observation, pour le coup. Oui.
Alors là, ce sera sur la droite. Ouais, là c'est bon, maintenant que j'ai une map, ça va mieux. Je suis un peu le médecin qui te donne aussi les indications. Ah bah tu vas pouvoir expérimenter le synthoniseur. Oui, alors je me souviens même plus comment on fait. Alors ouais, c'est en fait d'abord avec le joystick de gauche, tu sélectionnes le signal, voilà. Et puis après, avec le droit, tu sélectionnes le logo. Ah oui, la vache. Ouais, c'est pas évident. Donc c'est là, effectivement, c'est dans une des... Je crois que c'est genre le deuxième onglet, quelque chose comme ça, quarantaine d'hôpital, voilà. 1702. Souvenez-vous. Donc là, il faut qu'on aille chercher Morlaix. Donc le code d'accès, on a vu cette porte, effectivement. Oui, tout à l'heure, ouais. Oh, je suis en train de courir, là. Quelle idée. En même temps, j'ai envie que les gens voient le xénomorphe. Ah, peut-être pas tout de suite. Merde. Ah bah super. Je suis très mal caché, ça va pas du tout. Voilà. Mais moi j'ai envie de faire ça. Mais en fait, on se retrouve souvent physiquement à faire les mêmes gestes, quoi. Je sais plus si on l'a dit que ce jeu existe en VR. Il y a eu un mode, ouais, VR. Et on le voit, ouais, vraiment avoir sa vie propre. Il fait ça live, tranquille. Et il passe évidemment par l'endroit où nous on veut aller. Hein. Je crois que c'était plutôt de l'autre côté. Ah bah j'y vais tout de suite. En fait, la sauvegarde, elle est dans la pièce là. C'est là la sauvegarde. Ah oui. Peut-être je le sauvegarde avant. Ouais, on peut essayer peut-être. C'est dangereux hein, parce que s'il est vraiment juste à côté. Je l'entends. Ouais. J'entends ses pas, ouais. Oh, bonne mère. Vas-y, le détecteur peut-être. Il est derrière. Ah c'est bon. Oui, d'ailleurs, le xénomorphe a un système Dieu derrière la tête, en fait, donc on peut pas se cacher dans son dos. Et il est juste là, ouais. Merde. Il est peut-être dans les conduits, non? Tu penses? Ouais. Ça, non, ça va pas l'attirer, ça? J'ai mis un audiologue. Bah ouais, mais comme ça, je me cache dans un placard pendant que l'audiologue joue. Très bien. Et hop, ah, bonne idée. Pas du tout fait dans la panique. Est-ce que du coup... Oui, c'est ça, on peut se pencher en plus pour regarder à travers les grilles, c'est... Là encore, surcadrage, mais barré. C'est-à-dire qu'on pourrait voir au travers, mais pas vraiment. Donc il y a un truc de vue empêchée. Il est où? Il est de l'autre côté, là. Ouais. Non, t'as raison. Il n'y a pas de manière... Ouais, de manière douce, non. Alors, la sauvegarde, elle est derrière... Ah, oula, voilà. Il est par où? Il est parti de l'autre côté, je crois, non? Bah, il a ouvert la porte, quand même. Ouais. En fait, le truc aussi, c'est que le détecteur de mouvement fait du bruit. Oui. Donc on peut pas le laisser très longtemps parce que sinon le xénomorphe l'entend en fait. Il est derrière maintenant. Évidemment, j'ai oublié le code, c'est 1702. 1702. C'est là? Ah! Ah! Merde! Ah! Alors, c'était évidemment pour vous divertir. Oh la vache. Ah, c'est tellement bien. Donc voilà, là le souci c'est que... Ah mais j'ai pas sauvegardé, excuse-moi. C'est pas grave, je sais plus si on peut y aller direct, non, on est obligé de finir son monologue lui. Hein. Ouais, bon bah... Mais on peut reparler justement de la fameuse IA, parce que alors, pour le coup, ce qui est amusant, c'est la structure interne du code du jeu, en fait, la façon dont c'est pensé, c'est-à-dire la manière dont, sur un certain nombre de situations possibles, le personnage, enfin le code du xénomorphe, va s'adapter, en fait, va essayer de se dire, bah tiens, tel endroit je vais y aller, c'est comme ça qu'il patrouille, en fait, c'est en se focalisant sur des actions possibles inscrites dans le code. Ah bah oui, là, clairement, mon erreur fatale, ça a été de courir alors qu'il venait de débarquer. C'est vrai qu'on entend quand même des bruits qui permettent d'indiquer son arrivée, le bruit de ses pas, son cri quand il est prêt à nous bondir dessus. Alors quand il crie, je sais pas si on peut faire grand-chose, en fait. Oui, c'est ça, je crois que c'est déjà fichu à ce moment-là, ouais. Je faisais trop de bruit. Et c'est vrai que l'idée du détecteur de mouvement, de se dire que c'est risqué de le sortir parce que ça peut potentiellement le faire venir, je trouve ça vraiment brillant. Ouais, je crois qu'on peut pas... si, je peux sauver. Ouais, très bien, ça sera déjà un peu moins long. Mais voilà, on se retrouve très vite à sauvegarder, même quand on a fait 4 mètres. C'est toujours 4 mètres en moins avec le xénomorphe à ses trousses. C'est ça. Donc là, je pense que je peux courir parce que je pense qu'il est scripté en fait là.
Ah oui, à ce moment-là, ouais. Ouais. De toute façon, je viens de sauvegarder s'il débarque. Ça va. Je suis très mauvais à ça. Un peu lent. Non. En plus, ça se complexifie au fur et à mesure. Ouais, c'est le ça. moment Non, où on pense... Le jeu nous met dans un sens d'insécurité, dans l'insécurité permanente, parce que les moments où on pense maîtriser donc ce fameux synthoniseur, les énigmes deviennent plus compliquées. Les moments où on nous donne des armes, il y a quand même un moment où on a un lance-flamme, en fait, où on se dit... Mais l'idée, c'est jamais de devenir un colonial marine qui va décimer le xénomorphe. On est toujours une proie, au final. Ouais, celui-là... Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez repéré que quand on se balade dans le jeu, on n'a aucun artefact ni rien dans les mains, on n'a pas le flingue, hein, c'est vide, c'est juste une vue vide. Mais dès qu'on se planque, on a le détecteur, comme si on était blotti avec. Je veux mon détecteur, je ne sais pas où il est. Donc il y a un truc de cadrage là que je trouve super. Alors est-ce que je tente la sauvegarde ici, histoire qu'on n'ait pas à se retaper le mot de passe à chaque fois. C'est ce choix qui est constant. Allez, dans on le va jeu, essayer. Vous me dites si vous l'entendez. Il est là-bas. Ni vu ni connu. Ennemi proche. En plus, ils sont sympas. Ils nous disent il est dans le coin. Mais c'est sympa, mais aussi stressant en fait. Parce qu'il y a des moments où. Alors moi, je me suis déjà fait choper alors que j'étais en train de sauvegarder, et effectivement, ça va pas compter la sauvegarde. Placard, vite. Bien joué. Donc ce jeu est souvent surnommé affectueusement Locker Simulator parce qu'on passe énormément de temps dans des casiers. Ouais. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a quand même... il est fascinant, le xénomorphe. On a envie de le voir, en fait. Même quand on est dans les placards, on est un peu en sécurité. On peut pas le voir, il est où? J'adore, juste entrevoir des bouts du xénomorphe. Et pareil, donc sur la vue empêchée, il est hyper intéressant, le jeu, pour le coup. Alors, en plus, comme on est tout le temps accroupi, il y a un truc, c'est que quand la hyène il est à côté, il est toujours en contre-plongée. Ouais, c'est ça, du coup, il est toujours en train de cadrer comme ça, et du coup, il paraît absolument gigantesque. Je trouve que c'est une super idée aussi. Alors, c'est ici que se trouvent les différentes... Oula, je l'entends. Et là, je crois que c'est trop tard, Déjà 20h30, ça va vite. Bon, ça en fait encore une ou deux quand même. Ah bah ouais. Ce serait bien qu'on y arrive, mais... Et là, tu peux recommencer la sauvegarde actuelle. Ouais. Je sais même pas ce qui a scellé ton destin là, quelle a été l'erreur. Je sais pas. J'aurais peut-être dû rester accroupi en fait. Et parfois il y a aussi, ça peut être la faute à pas de chance. Tu te retrouves à l'endroit où patrouille. Bah tu vois, j'ai complètement. Donc oublié. c'est par là, ouais, tout droit. Du coup, si ça crée une lenteur, comme on est accroupi, on avance moins vite, et ça crée une sorte de pesanteur qui est assez insoutenable. Il est derrière moi, donc du coup potentiellement quand je serai en train de rentrer le code, il va. Oh ça va. Il est pas là. Alors ce qui est marrant, c'est que le détecteur de mouvement, en plus, c'est une caméra, en fait, le machin, parce qu'il peut pas filmer par derrière. Enfin, je sais pas si vous avez vu, hein, on peut voir que ce qu'il y a devant, si tu peux le remontrer. Ah pardon, excuse-moi. Je suis tellement concentré. Non, t'inquiète pas, c'est quoi le détecteur de mouvement. Ah oui. Ouais, on ne détecte que ce qu'il y a devant, en fait. Oula, il est là. Je vais mettre ici, là, il me verra pas. Je crois qu'il est monté ou descendu, je ne sais pas. Ah, il est potentiellement là-haut. Ou potentiellement, bah... il est là. Ça va, il ne me voit pas. Donc oui, ce détecteur, c'est presque une manette, une caméra intégrée qui ne voit que devant elle et qui ne peut pas voir derrière. Donc quand c'est derrière, c'est le son. Mais c'est vraiment comme au cinéma avec une caméra où quand le son est hors champ, en fait, quand on ne voit pas la source, on a le son hors champ à l'arrière-plan. Et là, c'est exactement le même principe, en fait. Et on entendait, on voyait une sorte de petit sigle qui expliquait qu'il était sur la gauche. Et donc c'est comme une forme de source sonore hors champ. J'ai très peur qu'il sorte au moment où je passe devant la porte, évidemment. Il arrive. Oui, il est dans le coin, je sais pas où, mais... Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est entré là-bas. Et moi, je vais là-bas. En fait, voilà, il faut aller voir l'espèce de tableau pour débloquer l'endroit suivant. On va se prendre une petite... petite pause.
Mince. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut maintenir. Dès que vous lâchez, vous sortez. Ah là 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 là. Non, je suis pas sûr. Non, une fois que t'es dedans, c'est bon. C'est juste faut pas recliquer sur X. C'est moi qui ai recliqué sur X. Je l'entends là. Je l'entends, ouais. Il a pas crié encore. Ce qui fait que je vais pouvoir me cacher. Il est là. Ouais. Oh la vache. Il y a un placard sur la droite, je crois. Tu penses que j'ai le temps d'y aller? Je sais pas. Ah mais et en plus on n'a pas d'émetteur de son, parce que c'est vrai que typiquement un émetteur de son, on l'envoie loin de notre objectif, mais c'est terrible. Donc là vous voyez vraiment l'expérience de jeu, hein. C'est vraiment à ça que ça ressemble. Pendant 20 heures. Pour tout vous dire, je me suis pas mal entraîné avant, et je crois que j'ai réussi au bout de la 20e fois, donc c'est pas sûr du tout qu'on y arrive là. Hein. Ah non, c'est pas dit du tout. Ah. Il est dans les conduits, ouf. Je vais me planquer là parce que je pense qu'il est pas loin. Il est derrière, il est dans le couloir derrière, je crois. C'est bon, on tente. Après, le truc c'est qu'il peut être immobile. S'il est mobile, on le perçoit plus. Genre, ouais, je pense qu'il est là en fait. Là, c'est juste qu'il bouge pas, le saloupio. Non, je me remets là. Mais le bruit sourd qu'il y a quand tu rentres dans un placard me stresse aussi en soi. Hyper stressant. On va plus d'être là, on va y aller. Et c'est marrant parce que ce jeu, on l'a tous les deux fait plusieurs fois, et il y a quand même ce sentiment de stress quand tu tiens la manette qui revient systématiquement. Oui, c'est systématique. Puis le sound design, la musique, là, c'est hyper stressant. J'entends des bruits de pas derrière. Non. Ah, il est devant. Non, il m'a vu. Je sais pas. T'as vu. C'est terrible. On va faire de notre mieux, mais... Oui. Il y a un truc qui est assez marrant avec ce jeu quand même, c'est que cet alien, il fait ce que nous, on est censé faire dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il apprend des erreurs de ses ennemis. Quand on joue à un jeu vidéo, il y a des routines de personnages, de PNJ, d'ennemis, donc on se déplace, on s'adapte, etc. Et on commence à comprendre, dire à tel moment, il va falloir faire ça, à tel moment, il va falloir aller tuer tel ennemi pour pouvoir atteindre tel autre après. Donc il y a tout un jeu comme ça d'adaptation. Et comme on meurt en boucle dans un jeu vidéo et qu'on revit, finalement, on n'est pas très inquiété au bout du compte par le fait de se faire tuer. Et on apprend progressivement à maîtriser le jeu. Ici, c'est pas possible, parce que l'alien, on peut pas deviner où il va. Par contre, lui, il fait ça. Lui, il est exactement dans cette logique où il va s'adapter à ce que nous on fait, c'est ce qu'expliquait Julie tout à l'heure. Et ce qui est assez fou, c'est que vous avez repéré la façon dont le jeu est construit en termes de level design. Il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de zones où on peut pas passer, il y a des portes fermées, etc. Ce qui fait que à chaque sauvegarde, nous, en fait, on fait le même chemin. Oui. On est obligé d'aller chercher le mot de passe, on est obligé d'aller ouvrir telle porte, machin. On fait un travail de PNJ, en fait. C'est comme si on était un PNJ et que l'alien, c'est le joueur, quoi. Et qu'il est en train de s'adapter à nous, essayer de nous comprendre. Et ça amène à se dire, c'est un peu un miroir que je trouve marrant, ça amène à se dire qu'un joueur de jeu vidéo, c'est un peu un alien, en fait. C'est un peu un organisme parfait. Parce qu'au final, on est invincible, on peut pas mourir. On meurt en boucle, mais on revient constamment. On est invincible, on s'adapte, on sait exactement. À un moment donné, tous les ennemis ils sont mais d'où il sort, comment il sait que j'étais là. C'est parce que j'ai fait 50 parties avant, en mode Edge of Tomorrow, tu vois, avec Tom Cruise. C'est vraiment ça. Et je dis pas ça pour rien, c'est que pour moi il y a un truc en plus, c'est que les aliens, qu'est-ce qu'ils font pour exister ? Ils vont dans le corps des gens. Qu'est-ce qu'on fait nous, si ce n'est intégrer le corps d'un avatar qui n'est pas nous ? Finalement, on est quasiment un facehugger qui pondons dans le corps d'un avatar et on contrôle quelqu'un de l'intérieur. Amanda Ripley, elle a rien demandé à personne en fait, c'est nous qui sommes à l'intérieur d'elle. Donc il y a un truc vraiment assez étonnant dans cette mise en abîme. Je trouve que le jeu permet de comprendre ce qu'est un joueur de jeu vidéo en fait. T'as vu ? Non. Magnifique. Alors fais attention parce qu'il peut peut-être te sentir. Tu sais que tu peux te reculer et retenir ta respiration si jamais. Ouais, il y a une touche qui permet de retenir sa respiration. Ouais, on peut vraiment le voir fouiller les placards. C'est top, voilà, comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que c'est pas scripté. Enfin, se dire que ça aurait pu se passer complètement autrement. On va attendre un peu que son passe dissipe. Ouais. Même la musique dit quelque chose aussi, de sa proximité, de sa distance. Et en fait, on va apprendre à se repérer vraiment avec le design sonore. Les portes qui se ferment, où on sait qu'il est passé, le bruit des conduits. Là, il a l'air d'être proche quand même. Hein. Mais va-t'en.
Ah non. Non. Oh là là. Et on n'est pas à l'abri, en fait, qu'il repasse devant le casier. C'est ça qui est absolument terrible, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour regarder ma carte. Mais là, par exemple, on a typiquement un des procédés de mise en scène du film de Ridley Scott. Ces moments où les personnages sont dans les conduits, qui bougent pas, qui regardent, on a des plans fixes. On les retrouve là exactement, ces plans fixes, en fait, où... Oh là, je l'entends, il est là-bas. Ah bah là... Je crois qu'il t'a pas vu. Hein. Non, c'est bon. Je l'ai pas entendu hurler, mais c'est terrible, hein. Oh là là. Ah, puis il marche d'un pas tellement décidé et résolu. On sent sa masse, il y a vraiment un truc... Je pense que tu devrais être bien là. Là, ouais. Il est venu 2 fois, a priori. Ouais, a priori. Mais c'est ce qu'on On pense. n'est pas à l'abri. Jusqu'à ce qu'il apprenne. Alors par contre, du coup, je suis censée faire... Ouais, va de l'autre côté peut-être. Est-ce que tu as lu le tableau ? Oui, Morlaix A26. Ouais, il va falloir aller chercher les pièces qui sont derrière en fait. Je suis pas censée interagir avec ça, non ? Normalement, c'est bon. Ok. Ouais, je pense. Si tu regardes ton détecteur, la direction, ça devrait... Non, il t'indique pas. En fait, c'est par là-bas. Il faut ressortir, malheureusement. Hélas. On aimerait bien ne jamais ressortir d'ici. Hein, rester dans le placard. Et donc, ce sera sur la droite. Voilà, il est où ? Ah, il est bien. Ouais. Peut-être que tu peux le contourner en partant vers la gauche, mais... Ouais, il y a plusieurs... On va tenter. Hein. En fait, là encore, c'est vrai qu'on l'a pas trop dit. Le level design qui est assez linéaire en réalité, avec beaucoup de portes fermées, etc., et des lieux dans lesquels on doit aller successivement. Mais en fait, chaque lieu, c'est un peu un gruyère. Il y a plein de portes, de conduits, etc., dans lesquels on peut rentrer pour éviter l'alien, justement. Vous voyez ? Là, typiquement. Et je pense que là, avec ton détecteur, tu peux peut-être voir s'il s'éloigne ou... Non, il revient. Ah oui, il revient. Alors ça, c'est la pire cachette, par contre. Mais parfois, ça fait l'affaire. Je vais juste ignorer mon détecteur de mouvement. Et je me souviens que John McCallan s'était dit bon, les joueurs vont passer énormément de temps à regarder. Ouais. Chaud. À regarder ce détecteur de mouvement. Pas tomber le truc. Je sais pas si on peut renverser des objets. Et je peux me cacher sous la table. Par contre, là, on est bien, là. Là, on est bien. On est pas mal. Par contre, ça veut dire qu'il faut que tu repartes par là-bas. En fait. Oui, c'est ça. En fait, moi, je passais mon temps, et je passe d'ailleurs encore mon temps, à perdre de vue mon objectif, quoi. C'est, comment dire, l'objectif principal devient constamment d'éviter le xénomorphe, donc... Je sens qu'on va avoir une belle contre-plongée, là. C'est pas oui, bien, c'est possible. Oh là. Il est pas très attentif, hein. Non, ça va. Non, heureusement, on a quand même une petite marge de manœuvre, sinon ce serait pas drôle de mourir tout le temps. Et là, si on avait eu le micro activé, bah, j'étais fichu, quoi. C'est terrible. C'est un biohazard, Resident Evil, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais... Ah, on voit bien les genoux T'as vu inversés, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai qu'il... Il fait des trucs bizarres, là, cette partie. Ah, il a dû entendre mon détecteur, là, je pense. Non, il est parti par là-bas, je crois. Bah, par là où je vais, en plus, non ? Tu crois ? Vas-y, remonte. Tu veux que je remonte ça ou Non, le détecteur. Non, c'est par là-bas, en fait. Ok, moi je vais à droite. Tu devrais pouvoir... Là, je crois qu'il est plus là. J'ai entendu un conduit, non ? Par là. Ouais. J'aurais dit de l'autre côté. Ah ouais. Attends, j'ai un doute d'un coup. Ah non, c'était bien, pardon, excuse-moi. C'est par là, ouais. On fait un petit détour, mais c'est pas très grave. Oui. Petite sauvegarde, ce serait sympa quand même. Je crois que c'est celle qu'on a fait, hein, la plus proche. Ah bah oui. Ouais. Donc là, ce sera sur la droite et sur la gauche. Ok, ça va. Ouais. Je suis toujours accroupi. Et je crois que... Moi, j'ai passé le jeu accroupi. C'est pour ça qu'il fait 20 heures. Hein. En courant, il fait peut-être juste 10 heures. C'est des longs moments comme ça à prier pour voir un terminal de sauvegarde. Donc ce sera sur la... Ah, il y en avait un là ? Ah bon ? Où ça ? Ici, du coup, j'imagine. Je n'en vois pas. Il y a tellement de lumière qui clignote qu'on a l'espoir constant d'avoir... Ah oui, bien vu, merci beaucoup.
Ah là, ça, ressenti, 30 minutes de jeu. On n'a même pas ennemi proche, tout va bien. Ah oui, il est pas là. Donc, vous voyez, là, typiquement, le temps de sauvegarde, on le sent, on le ressent. On se dit qu'il peut vraiment surgir à n'importe quel moment. Bon, là, du coup, je me permets de me mettre debout parce que, en fait, on se sent presque. Ah bah, je vais vous montrer les conduits quand même, parce que c'est vrai que c'est rigolo. Il est très court celui-là, je crois. Ah oui, il est minuscule, ouais. Il permet juste de passer dans la pièce suivante. Il permet d'éviter le couloir, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je parlais de gruyère tout à l'heure, c'était vraiment ça. Là, du coup, j'ai fait. Pardon. Ouais, il faut juste que tu pas la porte, et puis après, ce sera sur ta gauche, si je dis pas de bêtises. Cette arme, malheureusement. Cette arme qui ne nous servira à rien. Et ce sera sur la droite, on va gagner du temps pour pas visiter les 3 pièces. Voilà, il est là. Il est là. Il est parti dans un conduit. Ouais, et je crois que c'est juste la pièce là. Si je dis pas... Il est redescendu du conduit. Là, ouais, allons-y, voilà, c'est là qu'est Morlaix. Ah, il a l'air fermement décidé à rester dans le coin, mais peut-être que je peux choper la carte. Il y a ce système pas mal. En fait, quand on se baisse, c'est nous qui décidons, mais il y a un truc d'automaticité quand on approche d'un meuble, d'une table, d'un lit. Le personnage se baisse encore plus et se met à ramper, en fait. Et ça, effectivement, c'est pas nous qui décidons, c'est quelque chose qui vient directement du jeu. Donc, il doit être dans les conduits vraiment pas loin. Ouais. Et voilà, là, il faut juste retourner voir le docteur et on aura achevé cette mission. Ouais. Alors, peut-être juste pour terminer, montrer juste rapidement le début de la séquence 9, même si malheureusement on n'aura pas trop l'occasion de voir, mais pour vous donner une idée d'un parti pris assez marrant, et on terminera là-dessus, on pourra faire la conclusion. C'est une petite respiration dans le jeu, parce que le jeu est composé de 19 chapitres, là c'est le 9e. C'est un moment de respiration, c'est un moment très linéaire. Enfin après, je dis de respiration, vous allez voir que c'est quand même flippant, mais c'est un peu agréable quelque part de se laisser guider sur des rails après avoir passé son temps à se faire son propre chemin. Et à devoir toujours prendre des décisions drastiques de est-ce que je sauvegarde, est-ce que je refais 800 mètres pour re-sauvegarder à nouveau. Tout à fait. Et c'est un flashback qui ne concerne pas Amanda Ripley. C'est un autre personnage, en fait, qui est le personnage, on le comprend à ce moment-là, qui a ramené les facehuggers, en fait, sur le vaisseau Sébastopol et qui a, du même coup, déclenché la mécanique narrative du premier film. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on, je sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais du fait que le monteur Terry Rawlings était très impliqué dans la conception du jeu. En tout cas, les équipes de Creative Assembly ont pu s'entretenir avec lui très longuement. Il leur a donné énormément de matériel qui n'avait pas été exploité dans le film. Il leur a notamment parlé d'une scène coupée qui doit être disponible aujourd'hui, mais où on a une expédition dans le premier film où il y a les personnages de Dallas et Brett qui partent en expédition, exactement comme ici, et vont ramener plus tard le facehugger à bord. Et il y a une scène coupée où ils sont transformés en eux, globalement. Et on va retrouver un peu cette inspiration là-dedans. Et il y a des scènes, par contre, c'est plan par plan, exactement Alien Isolation, quoi. Alien, le 8e passager. Ouais. Le moment où on trouve des centaines et des centaines d'œufs. On le retrouve à l'identique. En fait, il y a un truc, c'est un principe de walking simulator. Pour le coup, ici, on ne fait que marcher. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Il n'y a pas vraiment de menace. Mais du coup, comme on est libéré de cette pression du xénomorphe, on est plus attentif à l'environnement et à la manière dont on s'est mis en scène. En plus, avec ce casque, à nouveau, on le retrouve. On en parlait tout à l'heure. Je disais qu'on allait le retrouver, ce casque, qui crée une sorte de distance. Mais à la fois une forme d'immersion, c'est-à-dire que là, je pense qu'en VR, ça doit être assez intéressant d'être plongé dans ce casque, effectivement, pour redécouvrir une séquence du premier film à l'identique. Voilà, c'est ce que tu disais, on retrouve la même atmosphère, le même travail sur l'espèce de tempête de sable, comme ça, les éléments de poussière qui viennent se greffer sur le casque, qui sont quasiment presque du grain de pellicule, en fait. Il y a tout un truc je trouve plus le mot, de fétichisme cinéphile en fait dans cette séquence-là. Alors malheureusement là, on n'aura pas le temps d'accéder au vaisseau en question, mais quand on le découvre, c'est vraiment le vaisseau du premier film et on va à l'intérieur et on peut le visiter à 360 degrés. On peut toutes les coutures, c'est un fantasme de cinéphile comme tu dis. C'est exactement ça. Et ce qui est marrant, c'est que, alors là encore, malheureusement je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir, mais le game design, le level design est si bien fait que quand on arrive au vaisseau, on a beau avoir la liberté de cadrage, en fait, on tombe sur le plan iconique du vaisseau qu'on voit au loin. On retrouve exactement le même plan, la même composition. Je vais jeter un œil de plus près pour voir si je peux trouver un point faible. Attendez-moi ici. Donc voilà, c'était un peu aussi pour faire la transition vers le film. On va se diriger bientôt vers la salle. Je pense qu'on va en rester là, pour le temps imparti.
Et puis laisser le temps pour des questions éventuelles. Merci en tout cas. C'était trop cool. Ouais. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. On n'en a pas beaucoup de temps, parce qu'après on enchaîne avec le film. En même temps, c'était très explicatif tout ça. C'est difficile de revenir. Qui a déjà joué à Alien Isolation? Ah oui, donc ça devait être terrible pour vous de nous voir galérer comme ça. Qui a envie de voir le film? Qui n'a jamais vu Alien? Ah, quand même. Qui n'a jamais vu? Non. Qui n'a jamais vu sur grand écran Alien? Ah oui. Ah oui. Désolée pour ceux qu'on a spoilés. Mais oui, il y a une question là-bas. Ouais. Profitez de la présence de Julie. Non, ça va, c'est cool. Merci donc merci pour m'avoir refait, m'avoir redonné la trouille parce que c'est un jeu que j'ai jamais terminé. Moi, je suis resté coincé dans un placard, j'ai jamais bougé, et bêtement. Je voulais juste poser une question parce qu'en fait, dans les années 2000, moi, j'ai souvenir d'un Alien versus Predator où on pouvait interpréter soit l'Alien, soit les Marines, soit le Predator. Et j'ai souvenir que quand on interprétait les Marines, on se faisait dégommer et que c'était pas du tout un jeu. Moi, j'ai pas souvenir d'un jeu d'action parce que tu parlais voilà, que les autres jeux étaient plutôt des jeux d'action où on dégommait de l'Alien. Mais moi, j'ai souvenir que Alien versus Predator, il y avait déjà un peu ce côté flippant. Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux jeux quelconque ou pas du tout? Alors, pas à ma connaissance, mais par contre, c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu injuste quand j'ai dit que la plupart des adaptations vidéoludiques d'Alien étaient que des jeux d'action. Enfin, en tout cas, beaucoup reposent sur l'action, mais il va y avoir quand même ce sens un petit peu de la terreur. Je pense par exemple à un jeu comme Alien Fireteam Elite, qui est assez récent, qui est un jeu où on joue en coopération à 4 joueurs à devoir affronter une quantité astronomique de xénomorphes. Par contre, là, il y a vraiment plein de petits xénomorphes, des androïdes, etc. Où, oui, on est dans de l'action décérébrée, mais il y a quand même des moments intenses de stress. Et j'ai pas fait Alien vs Predator pour le coup, mais je pense que moi, j'entendais vraiment pour moi, c'est le premier jeu qui ne repose que sur l'horreur, disons, où on se sent un petit peu dépouillé, démuni, quel que soit le nombre d'armes qu'on a à disposition. Et il y avait eu 2 autres adaptations du premier film Alien auparavant, une en 82 et une en 84. Les deux s'appellent Alien, c'est pas très original, mais le premier, c'était une espèce de Pac-Man. Donc vous voyez quand même ce truc où on devait se retrouver à fuir le xénomorphe, mais faute de visuel extrêmement réaliste, le sentiment de peur était moins présent. Et dans l'autre, on naviguait à travers des interfaces. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve ça dans Alien Isolation. Pardon, je pas 84, c'était sur quel support du coup? Je sais plus du tout. Ouais. Intriguant le truc des interfaces, là ça m'intrigue. Ouais. Ah faudrait que tu regardes, c'est vachement bien. Et je crois qu'il y a une autre main qui s'est levée. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez du 2 qui a été annoncé il y a peu de temps? Ouais, on en parlait juste avant et je suis très contente parce que c'est vrai que Alien Isolation, malgré le succès critique, qui n'était pas non plus complètement dithyrambique, mais bon succès critique, a été vendu à 2 millions de ventes 6 mois après sa sortie, ce qui est énorme pour un survival horror qui est plutôt de cette trempe, quoi. Sega n'était pas satisfait du résultat, donc on était persuadé pendant longtemps qu'il n'y aurait pas de suite. Et pour les 10 ans de l'anniversaire du jeu, effectivement, Creative Assembly a annoncé une suite. Moi, je suis extrêmement contente, mais forcément, j'ai un petit peu cette appréhension parce qu'ils ont réussi un tel tour de force avec celui-ci qui repose sur le premier film. Je me dis, ils peuvent pas faire exactement la même chose. Donc, soit ils vont s'orienter vers un Alien 3 ou en tout cas pas Alien de James Cameron. Je pense pas que ce soit le genre de la maison. Mais moi, ce que j'aimerais, ce serait un jeu Alien qui n'ait pas peur de tenter des choses parce qu'en fait, on a vu beaucoup Alien Romulus, le film en est un certain exemple. Il y a beaucoup de productions Alien qui se vautrent dans le côté hommage alors qu'elles pourraient tellement plus s'affranchir un peu de leur influence. Et j'aimerais bien que Creative Assembly essaye ça.
Je sais pas pour toi. C'est clair. Bah oui, en fait, moi je l'ai appris via toi qui allais avoir un Alien Isolation 2 dans Silence on joue. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter en fait? Moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est comment ils vont se positionner narrativement. Est-ce qu'ils vont reprendre le personnage? Est-ce qu'ils vont aborder un autre personnage d'une autre scène coupée éventuelle? Je sais pas. Je suis assez curieux en fait de ce qu'ils peuvent proposer, mais j'ai un peu peur de la redite. Oui, j'avoue. En fait, le truc, c'est qu'on l'a pas dit, mais le jeu, si on l'a dit, le jeu est assez long quand même, 20 heures. Et honnêtement, les 4 dernières heures, c'est un peu longuet. Ça se répète un peu. C'est vrai que le jeu aurait gagné à être un peu plus court, donc on se dit refaire un autre jeu. Peut-être que ça peut être un peu... Bon. À voir si c'est pas la fausse bonne idée, mais... Oui, à moins qu'il y ait eu des avancées suffisantes pour faire que l'IA du Xenomorph puisse faire des choses insoupçonnables, j'en sais rien honnêtement. Mais ce genre de truc, ce serait vraiment intéressant. Exploiter les nouvelles fonctionnalités. On parlait du micro intégré de la manette, mais il y a aussi le capteur. Enfin, en tout cas, genre, faire en sorte qu'on doive poser la manette et ne plus la bouger, sinon on est repéré par le Xenomorph. Ce serait vraiment intéressant, je pense. Merci. J'ai une question si oui, moi j'avais une question par rapport à ce que vous disiez, Julie, au début sur ce que devait être le jeu à la base, que ça devait être un jeu multijoueur coop asymétrique, parce qu'en fait c'est basiquement ce que vous avez décrit, c'est Dead by Daylight. Ouais. Et je trouvais ça assez intéressant puisque c'est à peu près la même époque, il me semble, que Dead by Daylight est sorti, et justement dans son sillon il y a eu pas mal de jeux coop asymétrique comme ça, basé sur d'autres films d'horreur. Et du coup, je me disais, est-ce qu'éventuellement, il y avait eu peut-être des développeurs qui se connaissaient, ou en gros, ou quelque chose comme ça, peut-être que... Le problème en fait moi j'ai beaucoup joué à Dead by Daylight, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et le fait est qu'il y a tellement de nouveaux tueurs et de nouveaux survivants qui sont rajoutés en permanence qu'on a un sentiment de neuf. Et d'ailleurs il y a un chapitre Alien où on peut jouer Ellen Ripley contre le Xenomorph, mais du coup le problème c'est que Dead by Daylight en fait a un peu éteint toute concurrence, un peu comme des jeux comme Fortnite ont éteint un peu toute la concurrence en termes de Battle Royale. C'est qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux de coop asymétriques, je pense à Friday the 13th que j'adore moi, mais qui malheureusement a dû débrancher ses serveurs. C'est un jeu où on incarnait 8 survivants, 8 moniteurs de camp de vacances contre une incarnation de Jason, qui pouvait être Jason du 2 jusqu'à... Enfin, il y a tellement d'itérations de Jason, je pourrais pas toutes les citer, mais... Et ça a été pareil avec Texas Chainsaw Massacre. Ils ont tenté de renouveler un peu la formule jeu asymétrique en nous faisant incarner plusieurs tueurs contre plusieurs survivants, mais pareil, ça a pas très bien... Enfin, ça va s'arrêter bientôt. Evil Dead, pareil. Et moi, ce que j'espère sincèrement, parce que j'adore, je trouve que c'est très prometteur le concept d'horreur asymétrique. Je trouve ça génial en fait de jouer contre un personnage, enfin contre un joueur dont on ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Tu lances ta partie de Dead by Daylight, déjà tu sais pas sur quel tueur tu vas tomber, mais tu sais pas comment le mec va jouer. Et ça peut être absolument terrifiant. Et tu as ce même sentiment de méfiance que par rapport aux autres joueurs, parce que est-ce qu'ils vont coopérer avec toi ou est-ce qu'au contraire ils vont te laisser crever sur un crochet de boucher à la première occasion venue. Donc j'espère en tout cas que d'autres développeurs vont essayer de tenter de faire en sorte que Dead by Daylight soit pas le seul à truster l'horreur asymétrique. J'ai aussi souvenir d'un jeu qui me semble s'appelait Evolve, mais là pour le coup c'était avec un espèce de gros monstre et pas avec un tueur en forme humanoïde, où du coup là on était peut-être plus proche de Alien avec ce côté monstre surpuissant qui a plein de capacités, mais il me semble que le jeu a totalement flop. C'est ça, pareil, hein. C'est des jeux qui malheureusement connaissent un sort assez malheureux parce que y a un mastodonte qui les empêche d'émerger. Et du coup, c'était plus si peut-être il y avait des développeurs qui travaillaient à la base sur Alien Isolation, qui sont partis ensuite travailler sur ces jeux-là, qui auraient pu reprendre des idées de gameplay. Je ne sais pas si vous le saviez. Ça. Non, alors moi, c'est vrai que les personnes que j'ai suivies de Creative Assembly, c'est surtout John McKellan depuis qu'il a fondé le studio No Code. Et c'est vrai que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire ces jeux. Observation dont on parlait tout à l'heure, ou Stories Untold, qui est incroyable. C'est un jeu d'aventure textuelle, en fait, où on est face à un écran d'ordinateur avec un... Comment dire, une sorte de livre dont vous êtes le héros, qui va se dévoiler face à nous et qui est extrêmement stressant, vraiment tellement bien écrit, où il va juste y avoir des petits éléments de décor, le bruit d'un éclair ou je sais pas, une lampe qui clignote et on est terrifié, quoi. Merci beaucoup, merci Julie, merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Et merci à vous.